Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Champion du monde. Cela ne nous regarde pas. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Claude, qui est accessoirement le président, si je ne dis pas de bêtises, du club dans lequel je suis licencié. Donc Claude, je vais te laisser un petit peu te présenter. Oui, Claude Vaillant, hein. Donc club d'athlétisme de Cap-21, qui a la particularité dans l'Aisne d'être le seul club à avoir une double affiliation, c'est-à-dire une affiliation UFOLEP et fédération FFA. Depuis sa création, hein, j'ai repris le club il y a, je ne pourrais pas dire en quelle année, mais le club existe depuis 1992 et depuis 1992, il a cette particularité d'avoir la double affiliation avec du coup des publics différents et très hétérogènes, et ce qui fait également, je pense au niveau du club, une grande richesse de diversité, de mixité et d'entente, ce qui en fait un club familial. Ouais, totalement, ça c'est l'aspect qui m'a plu, c'est que c'est familial, quoi, et parfois ça se perd un peu dans les gros clubs, dans les grosses structures, où t'as un peu l'esprit club aux interclubs, mais à part ça, c'est pas vraiment forcément autant prononcé, où il y a plus des esprits de petits groupes, quoi. Alors que là, il y a vraiment un esprit de club, et il n'y a pas que du club, quoi. Il y a aussi des... Non, on peut... Je dirais, l'athlète, c'est un petit peu la famille, d'ailleurs. L'athlète, le membre, c'est plutôt les copains. C'est la famille, et on est là pour les accompagner, hein. Vraiment, l'idée, c'est de les accompagner au mieux dans leur pratique, hein, qui se révèlent. Alors, comme j'aime bien le dire, hein, si la personne elle commence à 1h10 ou 10 km et qu'on l'amène à rien que 1h05, elle va être contente, et encore nous à travers ça également. Comme quelqu'un qui va passer de 40 à 34 minutes, c'est différent, il y a plus de boulot, mais ça sera pareil. Ouais, il n'y a pas de différence d'échelle de valeur entre moi je vaux 34 minutes, moi je vaux 40, moi je vaux 1 heure, non. Moi j'ai le plaisir de courir, et quand j'ai fini ma course, je ne suis pas complètement cassé. Et puis, j'ai pris plaisir, surtout pendant la course, et j'ai qu'une envie, c'est remettre ça demain ou après-demain. C'est tout ce qu'on recherche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi je te reçois, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est parce que tu as la chance d'avoir de multiples casquettes. Bon, tu es notamment président du club, comme on l'a dit. Si je dis pas de bêtises, tu es encore élu au comité de l'Aisne d'athlétisme. Tu es juge-arbitre national, officiel mesureur, aussi national de course hors stade. Tu as une association de chronométrage. Tu es entraîneur fédéral N2. Non, je t'ai plus. C'est vrai, j'ai beaucoup de multiples casquettes, mais c'est ma façon de concevoir les choses. J'ai pratiqué plusieurs sports. Le premier, ça a été la course hors stade, hein, parce qu'on parle d'athlétisme, et je suis quand même plus spécialisé sur le hors stade. Maintenant, appellation running, hein. Mais le hors stade, au moins, avait le mérite d'être vaste. C'est-à-dire, c'était le cross, c'était toutes les distances, c'était tout ce qui est en dehors du stade. Maintenant, le running, c'est la même chose, mais c'est une appellation différente, un petit peu plus commerciale, et dans l'air revisité dans l'air du temps. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà, c'est surtout ça. C'est du commercial. Mais j'avais commencé par ce que tu ne savais pas, c'est par la gymnastique. J'ai toujours rêvé de faire de la gymnastique, mais j'ai toujours été mauvais, puis j'ai jamais pu en faire en réalité. Dès le début, j'ai commencé à emmener les gamins à la gymnastique, hein, les enfants, et puis plutôt que rester sur le bord, j'ai donné un petit coup de main, ceci, cela, et puis du petit coup de main se fait avaler le bras. Et puis, pour bien comprendre les choses, à chaque fois, j'ai fait les formations entraîneur, les formations d'abord entraîneur, ensuite arbitre. Alors, la gymnastique, c'est obligatoire, parce que si on n'a pas d'arbitre quand on présente une équipe, on a soit une amende, soit qu'on ne peut pas faire la compétition. Donc là, voilà. J'ai fait un détour d'une vingtaine d'années côté de l'Aviron, hein, l'Aviron Saint-Quentinois. C'est pareil, hein, commence avec les enfants. Je suivais les bateaux en courant le long du canal, comme ça, moi je m'entraînais, je les amenais, eux ils s'entraînaient, et moi je m'entraînais, puis on repartait, puis un petit coup de main, ceci, cela. Et là aussi, j'ai fait les formations entraîneurs, et là j'étais jusqu'au niveau entraîneur national, arbitre national également, sur l'Aviron. Et puis j'ai pratiqué aussi, j'étais plus à l'aise pour entraîner que moi pratiquer. Ouais. Ouais. Le but est de ne pas tomber dans l'eau, mais moi j'aimais bien l'eau. Je ne sais pas pourquoi, ou l'eau m'aimait bien. Et puis bien sûr, si on revient sur ce pourquoi on est là, la course à pied, donc j'ai commencé il y a dans les années 80, hein, je crois que j'avais 18-20 ans, ma première course, mon premier défi, et là j'ai compris qu'il fallait s'entraîner, c'était Amnoyon.
Je ne sais pas si tu as connu. Non, j'ai pas C'était une connu. course assez mythique dans la région qui partait de Ham-Noyon, Noyon-Ham, un petit peu là, avec énormément de monde et surtout la caserne militaire, le premier amas qui était basé à Noyon, qui était participé, etc. Et qui a de très bons athlètes. Hein. Ça courait très très vite. Et moi, ça a été mon premier défi, ça a été de faire ça. Et puis du coup, on peut pas dire que ça s'est passé de façon exceptionnelle, mais quand j'ai regardé les classements, j'étais content parce que j'étais classé devant des gens de la SE. La SE, c'est l'association sportive d'Eppeville. Ouais. Alors je me suis dit, moi, dans mon petit bled perdu, sans entraînement, faisant un tout et un peu n'importe quoi, surtout n'importe quoi, je ne veux pas dire que j'ai un potentiel, mais au moins j'étais pas ridicule. Ouais. Et puis, bah voilà, le virus, il était attrapé, et puis je l'ai jamais perdu. Ouais, comme pour beaucoup, en général, on se fixe un petit défi en course à pied, où on se dit on va faire un 5 km, on va faire un 10, et au final, ça commence souvent comme ça. Oui, puis pour ça finit... Noyon, c'était dans les, je ne sais plus, hein, dans les 24-25 km. Moi, je m'entraînais 2 fois par semaine en faisant toujours le petit tour que j'habitais Hercheux. C'était Hercheux, Libermont, Hercheux. Il faisait 4800 mètres et j'avais qu'un objectif, c'était d'aller toujours plus vite. Ouais, moi aussi, quand j'ai commencé. Hyper adapté pour faire 24 km. Ouais, moi aussi, c'était pareil. Je me souviens, je faisais 5 bornes. Et je me disais, je veux faire les 5 bornes toujours plus vite. Sauf que moi, je me tapais une cote d'1 kilomètre au début. Donc, ça me cassait les pattes pour le reste. Et je me souviens, au début, j'ai galéré. Bon, ça va être des bons temps pour certains. Mais au début, je faisais 24, 23. Et puis après, 22, 21. Puis le jour où j'ai fait 19, 59, je me suis dit, waouh, j'aurais jamais pensé y arriver. Et c'est déjà là que ça a commencé un peu à me chauffer, quoi. On se prend vite à la chose, quoi. On se prend vite au jeu. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ce que j'ai sur vous pratiquer, c'est des sports individuels, même si quelquefois ils se font en équipe. Hein. Il peut y avoir des équidènes, il peut y avoir l'aviron, dans le bateau, peut être tout seul, mais c'est quand même mieux d'être à 4 ou à 8. Hein. La gym, c'est une équipe, mais à un moment, quand on est confronté dans la pratique, on est tout seul. Quoi. L'effort, on est tout seul. Hein. C'est ce qui était intéressant là-dessus, quoi. Donc pour commencer léger un petit peu, je vais te demander quel est ton plus beau souvenir en course à pied, autant en tant qu'athlète, parce que tu en as quand même beaucoup vu aussi, mais aussi avec tes autres casquettes, puisque comme on l'a dit, tu es arbitre, entraîneur. On va essayer de faire un listing. Alors là, en course à pied... Un qui ressortirait le plus Oui, mon prof. Alors je veux dire, mon premier 100 km, il n'a pas été génial. J'ai découvert ça. Non, mais c'est le premier que j'ai peut-être eu un petit peu une révélation, c'est la 6000D. Ouais. La 6000D, où à l'époque, parce que le format change un petit peu en fonction des conditions climatiques et le glacier qui malheureusement fond. Oui. Donc à l'époque, c'était un peu plus de 60 km et c'était surtout monté à 3100 mètres sur le glacier de Bellecote. Et j'avais réalisé un peu moins de 7 heures. Et oui, là, cette image que je garde, c'était quand j'étais tout là-haut, vraiment l'impression de toute puissance, quoi. C'est surtout ça, quoi. Mais toute puissance, mais en réalité... oui, la puissance de la nature. De la nature, hein, voilà, on s'apprend et on s'aperçoit qu'on est vraiment insignifiant, quoi. Ouais, c'est ça, on est vraiment insignifiant, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis bon, l'effort, je me souviens, une anecdote, je montais le glacier à la dernière partie et j'étais vraiment pas bien du tout. Je ne sais même plus où j'en étais d'ailleurs. Et je me souviens, c'était un papy qui est passé à côté. « Hey, Cho, assieds-toi, là, c'est le mal des montagnes, là, c'est l'altitude, ça va aller mieux dans 10 minutes. » J'ai écouté, de toute façon, je ne pouvais plus avancer. J'ai dû rester 10-15 minutes et après, je suis pas reparti fringant, mais ça allait beaucoup mieux, quoi. Mais je pense que si j'avais pas eu ce conseil-là à ce moment-là, j'aurais été en glacier puisque il y avait un staff en haut un contrôle médical et puis un ravitaillement et je crois que j'aurais jamais redescendu, quoi. Ouais, tout au moins pas par la voie pédestre, hein. Il y a une belle télécabine. Voilà. Okay. Et après au niveau entraîneur, alors là c'est multiple, hein. À chaque fois que quelqu'un réussit un petit peu son objectif, on a dit il y a toujours un plaisir. Voilà, c'est lui qui...
on s'identifie un petit peu à la personne qui vient de le réaliser, quoi. C'est ça, on vit un peu par procuration. On est très contente pour elle. Alors moi, j'essaye surtout de m'effacer beaucoup. C'est son moment de gloire à elle, c'est pas le mien. Mais intérieurement, on a dit, le job, il est fait, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il faut faire aussi attention en tant qu'entraîneur, c'est de pas trop s'enflammer. Parce que par exemple, moi, je vois récemment, j'entraîne depuis quelques mois en club, et j'ai des athlètes, même à l'entraînement, je vois qu'ils passent des chronos qui sont proches de leur chrono en compétition à vie. Et je me dis, c'est super. Et on est super content de voir le progrès, mais il faut pas s'enflammer justement, parce que l'athlète a son processus, il faut qu'il ait le temps. Il faut pas qu'on lui brûle les ailes justement en lui disant mais punaise, mais tu cours super vite, c'est trop bien. Et au final, en compétition, ça peut faire prout, quoi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de compétitions. Il faut l'encourager, mais jamais lui dire que c'est bien. Faut savoir tourner la chose d'une que façon. C'est très bien, si, il faut l'encourager et tout. Ou alors, faut que ça soit exceptionnel pour comprendre que. Voilà, c'est ça. Voilà, faut surtout lui faire comprendre que rien n'est acquis. Ce qu'il a été capable de réaliser ce jour-là dans ces conditions-là. Faut travailler derrière. C'est pas sûr qu'il le fera en compétition. Bon, s'il le reproduit plusieurs fois l'entraînement, il y a des chances que oui. On travaille tout pour oui. Voilà. Mais il y a tellement de paramètres autres que l'entraînement à prendre, qui peuvent intervenir. Pour des amateurs, notamment une dispute dans la famille, un décès, ça casse, une erreur d'alimentation involontaire, et puis tout est mis à terre, quoi. C'est ça. On n'est pas des athlètes pros et il y a beaucoup d'autres critères que simplement l'entraînement. Même le meilleur entraînement du monde, ça ne payerait pas sur nous parce que on a d'autres choses à régler, tout simplement. Et donc ensuite, là, on a un peu parlé d'entraînement. Du coup, toi, c'est quoi ton approche en tant qu'entraîneur ? Aujourd'hui, on parle de plein de concepts différents. Le volume, ça, c'est pas nouveau. L'intensité, c'est pas nouveau. Il y a un peu un affrontement, entre grosses guillemets, entre les deux. Mais aujourd'hui, on parle un peu plus de seuil. On a tendance à un peu refourguer la VMA aux vieux entraîneurs de la FFA en disant la VMA, c'est un peu dépassé. Moi, je suis un peu de cet avis quand même. Toi, c'est quoi ton approche ? Qu'est-ce que t'en penses ? Au niveau de l'entraînement, ce que j'ai compris très rapidement, c'est que tout ce qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain, et ce qui est valable aujourd'hui n'était pas hier. Et à l'inverse, si on regarde, on utilise aujourd'hui des choses qu'il y a eu par le passé, différemment ou appelées différemment, mais... c'est la même chose. Mais c'est un peu la même chose. La méthode Lydiard. Alors, je me souviens, pourquoi j'avais fait passer les formations d'entraîneurs. Parce que beaucoup passent des formations d'entraîneurs pour devenir meilleurs eux. Moi, non, c'était pour essayer de comprendre. Alors, je m'étais, comme certainement des millions de personnes, je m'étais abonné à des revues spécialisées que je lisais assidûment, avec impatience d'être le mois prochain pour lire le suivant. Et puis, en fin de compte, je lisais toujours la même chose. Je ne comprenais jamais rien. Je m'étais aperçu quand même que suivant les revues, ils disaient la même chose, mais différemment, quoi. Ouais, la terminologie. Je suis également enseignant, j'ai l'impression d'être face à des inspecteurs en train de faire des formations où le doux, c'est d'essayer de noyer le mieux pour faire donner de l'importance, impressionner. Donc, à l'époque, les formations étaient le hors-stade, parce que ce n'était pas des formations de piste que j'ai fait, c'est des formations hors-stade. C'était Camille Vial qui avait lancé tout ce processus de formation sur les entraîneurs course sur route. Et il nous a tout de suite expliqué, attention, vous effacez tout ça, des mots simples et qui résument. Et voilà, il y a certains, ils vont parler de 5-6 différences d'allure d'endurance. Alors que... Bon, il y a l'endurance. Et après, il y a des autres, mais il ne faut pas non plus... voilà. C'est ça, pour l'athlète... il faut que ça soit clair pour l'athlète. Pour un athlète qui n'a pas un objectif très précis, la plupart des athlètes en club qui en général font aussi ça pour un objectif de santé, de retrouver les amis et tout, je pense qu'il faut rester simple. Après, pour des athlètes qui viendraient te voir pour un objectif plus particulier, c'est là que j'ai tendance à essayer d'en mettre plus. Mais globalement, je pense que le mot que j'ai le plus difficile que j'utilise avec mes athlètes, moi, c'est le negative split, tu vois. C'est juste pour dire, faites votre premier 400 plus lentement que le deuxième, mais à part ça... je dis faites code 5 sur 10, faites à peu près à votre allure 5, comment vous vous sentez quand vous courez une vingtaine de minutes. Exactement, c'est ça. Et pour la plupart des athlètes, effectivement, ça vaut pas la peine de faire plus. Et pour des athlètes débutants ou qui courent peu, effectivement, il n'y a pas forcement besoin, je trouve, de méthodologie particulière. Il ne faut pas corser la chose. Ce que je remarque de plus en plus de monde court. Moi, ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. J'ai commencé à une époque où, quand on courait le soir, vis-à-vis de la population, on se faisait traiter de feignant. Le jogger était un feignant, parce que si tu avais fait une journée de travail, normalement, tu ne pouvais plus aller courir le soir. Ouais. C'était ça, voilà. Après, progressivement,
il y en a eu de plus en plus, et maintenant le discours est totalement inverse. Il faut absolument bouger, faire de l'activité physique. Je ne parle pas de sport, de course, l'activité physique, Non, etc. mais oui, le sport santé. Voilà. Alors, nous, on a l'avantage avec tout au moins la course de Valorstad, c'est qu'on peut pratiquer à tout moment dès qu'on a un petit peu de temps libre. Si on a une paire de baskets dans la voiture et puis un petit peu d'habits, et puis c'est bon, on peut y aller, quoi. Donc c'est le gros avantage. Ouais, totalement. Mais comment dire ? C'est vrai que il y a aussi cette différence entre hors stade et en stade justement. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi dû peut-être à une certaine tertiarisation de la société qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir des métiers un peu moins taxants physiquement, mais un peu plus mentalement. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas tout à fait le même rapport à la course à pied et au hors stade. Et effectivement, tu peux sortir de ton travail, enfiler tes chaussures et ta tenue que tu as. Et je pense que c'est ce qui contribue à agrandir la base de personnes qui pratiquent du sport. Mais il y a aussi l'angle du sport santé. Après, moi, j'en suis un petit peu moins fan parce que ça fait vachement, une chape de plomb un peu. Tu fais du sport pour être en forme, il faut que tu sois en forme, etc. Non. Et ça, c'est une approche que j'aime pas. Enfin, toi, Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le sport plaisir. Ouais, c'est ça. Le plaisir, tu peux l'avoir en faisant ton footing et tu peux l'avoir également en te mettant minable sur une séance de fractionné ou sur une compète. Tout le monde n'a pas... Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, la personne ait du plaisir. Ouais, c'est ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est une notion qu'on perd parfois aussi. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a tendance à entraîner des athlètes un peu compétitifs, parfois, forcément, c'est sous-entendu, ne vous prenez pas la tête, mais ça va être quand même très sérieux, quoi. Et par exemple, c'est pareil, hier, j'étais à l'entraînement et j'ai dit à mes athlètes, vraiment, sur le dernier 800, faites-vous plaisir, quoi. N'oubliez pas que le plaisir, c'est à la base. Et c'est vrai que ça, c'est un peu ce que je crains avec le sport santé, etc. C'est qu'on perd parfois un petit peu, ou au contraire, le tout chrono, on perd un petit peu cette approche plaisir. Et surtout, n'ayant pas d'objectif précis, des motivations, et je ne suis pas persuadé que sur le long terme, ces gens continuent à pratiquer. Il y a ça aussi. Ils vont pratiquer sous effet de mode, façon éphémère, plus ou moins mais s'il n'y a pas un objectif, c'est-à-dire participer à une course, s'inscrire à une compétition, aller chercher un chrono, son chrono, s'améliorer, ou faire la distance en étant le moins de courbatures possible le lendemain, des choses comme ça, s'il n'y a pas ces petits objectifs-là, c'est dur de tenir. Y aller toutes les semaines ou y aller plusieurs fois par c'est de la torture. Plusieurs fois par semaine pour, à la limite, même plus savoir pourquoi. Bon, après, il peut y avoir le phénomène groupe. Aussi, qui est important, c'est-à-dire que on a plaisir à un moment donné avec les copains. À se déconnecter de la société, de tous les tracas professionnels, quotidiens, tout ce qu'on peut avoir, et puis se retrouver à quelques-uns et puis aller faire un footing. Ouais, c'est ça, non, ça, je suis d'accord. Mais et là, si on refait le monde, après, ça va peut-être mieux. Ouais, mais... Bon, du coup, question très simple. Quelle est ta distance favorite ? Ou tes distances ? Alors, j'en ai pas une parce que j'aime bien courir. On avait une particularité, mais j'essaie de remettre ça en place. Ce qu'on appelle les cakes. Je ne sais pas si tu as connu les kilomètres en côte. C'était les fameux kilomètres en côte. J'ai pas connu, effectivement. L'idée, c'était Jean-François Delassalle, qui est mesureur international, qui habite Corbie, c'est lui qui m'a formé en tant qu'officiel. Il avait découvert ça dans un de ses voyages aux États-Unis, je crois. Et il a ramené le concept dans la Somme. Et puis, l'Aisne, elle n'est pas bien loin de la Somme. Hein. Et puis, l'Oise non plus. Donc, ça s'est transformé un peu en spécialité picarde, si je puis dire. Et l'idée, c'était de juillet-août, milieu de semaine, le soir, les gens se réunissaient et faisaient des cotes en moyenne à 5-6% au minimum. Hein. Des fois, il y avait des passages. Mais il pouvait y avoir des passages à 10-20%, à certains endroits. Oui, on a des bonnes cotes par rue. Et les faire le plus vite possible. On en faisait deux. À 1 heure d'intervalle à peu près entre chaque. Donc ça, c'est... J'aimais bien. Il y a même une année où j'étais le roi des cakes. Ils m'ont donné un trophée, le roi des cakes. J'avais fait tous ceux de l'Oise, tous ceux de la Somme et tous ceux de l'Aisne. C'est-à-dire qu'il y en avait... C'était le mercredi, jeudi et vendredi. Juillet, août, 3 jours d'affilée, je faisais des cakes. Ceci dit, je ne faisais plus rien d'autre parce que j'étais cassé. Ah, ça tue. Et c'est que fin septembre, c'est là où j'ai redescendu mes chronos, mais
30 secondes sur 5 bornes que j'avais gagné. Hein. Ouais, bah. Ah ouais, là, j'avais des jambes de feu, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un format qui est vachement perdu. Même, je pense que là, la seule qui me vient en tête, c'est l'escalade en Suisse, qui a un peu le principe d'une course avec beaucoup de côtes et avec une distance qui est pas ronde. C'est pas un 10 km, c'est pas un 5, etc. Mais globalement, ouais, à part les crosses, ça, c'est un esprit qui s'est vachement perdu. Ouais. Je pense notamment au cross de Mondorigny, qui est un cross en contre-la-montre individuel. Ça, c'est exceptionnel. Et pourtant, c'est un principe qui est très, très intéressant, bon, qui demande beaucoup de logistique. Mais j'imagine au départ, etc., parce qu'il y a des départs toutes les 30 secondes. Mais c'est vrai que ce format de course se perd. Et moi, ça me plairait énormément de faire ça, moi. C'est sous forme de jeu, quoi. C'est-à-dire c'est ludique, ouais. Voilà, il y a le côté ludique. Et donc, pour venir après, j'ai quand même une... bon, c'est pour montrer un petit peu le paradoxe sur les distances. Hein, c'est que là, j'étais capable de me mettre minable sur des kilomètres où l'objectif, c'était de dire moins de 5. À 4, alors, quand je faisais 4,45 en haut, j'avais tout de suite la question... Ouais, ça monte pas assez. C'était pas normal. C'était pas normal, ça monte pas assez. Si, mais bon. Mais autrement, j'ai plus une grande distance pour les longues distances, l'ultra, hein, aux alentours de 100 bornes, enfin surtout 100 bornes, mais route, parce que c'est vrai que maintenant, il y a aussi le format ultra sur les trails. Alors... Pour moi, les trails, il faut aller en montagne, là où il y a vraiment les vrais trails, parce que quand je vois dans l'Aisne ou autour de chez nous, là, dans la Picardie, on parle de trails. Oui, bon. Faut rester sur des formats courts. Il y a de la côte. Faut rester sur des formats courts, parce que au-dessus de 20 bornes... Il y a de la côte, il y a des répétitions d'alternance montée et descente, mais c'est pas vraiment... pour moi, les vrais trails, c'est en montagne, il faut que c'est ça, quoi. Mais moi, je voyais plus... le trail, c'est en prendre plein les yeux. Ouais, ça c'est le certain. Le paysage, ça. D'abord ça, en prendre plein... c'est mon téléphone. C'est en pas grave. plein les yeux, et puis en guise de... Moi, je le voyais plus comme du renforcement musculaire. Ouais, ça c'est... Voilà, qui m'était profitable après pour la route. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que, entre guillemets, dans le club et dans le coin, il y a une certaine culture du 100 bornes et du 24 heures. Enfin, peut-être que je grossis le trait, mais c'est vrai qu'on retrouve pas autant de concentration dans des petits clubs, etc., ailleurs, de personnes qui vont partir sur des formats aussi longs. Et on a notamment dans le coin un des seuls 24 heures de France, les 24 heures d'Eppeville. Parce que si je dis pas de bêtises, j'ai des chiffres en tête, mais je suis pas sûr que ça soit les bons. Il doit y avoir que 7 ou 8 24 heures en France. Les chiffres, je pourrais pas te les dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'il y a eu. Et donc, beaucoup moins. Et également les 100 km. Il y en a beaucoup moins. Il y a une époque où on pouvait sillonner la France partout pour des 100 km. Maintenant, il n'y en a que quelques-uns qui résistent. Et ouais, alors, les 24 heures, je ne sais pas trop. Mais le 100 km, à mon avis, ce qui a été un petit peu fatidique pour ce type de format, c'est que c'est un long parcours, beaucoup de sécurité, beaucoup de signaleurs, beaucoup de contraintes administratives. Peu qu'on passe sur 2 départements, c'est devenu la galère. C'est ça. Ce qui font que les équipes d'organisateurs bénévoles, ils ont un peu baissé les bras face à toutes ces contraintes administratives. Alors qu'à côté, tu as un trail, tu les lâches dans la forêt. Enfin, j'exagère, mais c'est beaucoup plus simple au niveau organisation. Tu n'as pas mesuré ton parcours précisément. Alors, comme je dis, par contre, ça a l'air plus facile, mais la prise de risque elle est différente. Parce qu'il est quand même plus facile de secourir quelqu'un qui se trouve sur une route quelque part sur un 100 bornes que quelqu'un qui se trouve on ne sait pas trop où entre le 8e et le 15e kilomètre dans la forêt de je sais pas où pour aller le secourir, c'est pas des plus faciles. C'est pas des plus faciles. Ouais, effectivement, tu vois, c'est là qu'on voit que tu as un œil que moi j'ai pas, c'est que moi je suis parti surtout sur la contrainte organisationnelle au niveau du parcours en tant que tel. Mais oui, c'est vrai, même du coup en le disant, j'y ai pensé, tu as des descentes techniques, etc. en trail, puis tu peux très bien te faire une cheville et rouler dans le buisson d'à côté, et là, va falloir qu'on vienne te chercher, quoi. C'est vrai que c'est pour ça que tu as un certain... Normalement, tu as un petit sac où tu as une banane avec couverture de survie et tout. Il y a les deux formats, je veux dire, lorsque c'est un trail labellisé, donc qui rapporte des points pour le VK Trail au niveau national, etc. Bon. Mais enfin, un trail labellisé. L'organisateur a un cahier des charges à respecter de la part de la fédération. Sur les secours notamment, sur la disposition des secours, comment intervenir, ceci, cela. Et on évite à ce qu'il y ait des zones d'ombre au niveau de la couverture médicale. Par chez nous, c'est pas le cas, mais dans les trails en montagne, etc., ils doivent toujours avoir un ou deux itinéraires de secours.
Ouais. Parce que si la météo elle intervient d'un seul coup, un grand changement, il faut pouvoir qui est possible. rapatrier les gens réguliers. Donc tout ça, c'est prévu, si je peux dire. Prévu. Par contre, les autres organisateurs de trail qui, eux, ne sont pas à label, ne sont plus soumis à ça. Exemple, un trail à label, le dernier que j'ai arbitré, c'était Nogent-sur-Oise au mois de décembre, qui était en nocturne. La première chose qu'on vérifie avant de prendre le départ, on a vérifié, l'organisateur a vérifié, et moi je vérifie que l'organisateur le vérifie, le sac à dos avec un minimum d'eau, une couverture de survie, un téléphone, un sifflet, voilà. À la base. Voilà. Et puis bon, comme c'était nocturne, s'il avait une batterie de rechange en plus, ou s'il avait des piles, parce que ceux qui partent avec là, et puis au bout de 500 mètres... les piles, elles ont fatigué. Non, mais oui, effectivement. Voilà. Et là, pour intervenir, j'avais pu reconnaître le parcours en quad. Les quads pouvaient intervenir à tout moment sur le parcours et ils étaient disposés à des endroits différents pour intervenir au plus vite. Au plus vite. Ok. Au plus vite. Ok. Il ne faut jamais perdre d'avis pour un organisateur. La foulure, tant pis. Dommage. Voilà, l'entorse, la bobologique, là. Ça fait partie. Mais par contre, s'il y a un risque cardiaque avec quelque chose qui arrive, faut intervenir. Là, la moindre seconde est primordiale. Primordiale. Donc dans ce cas-là, il faut intervenir au plus vite. Et bon, je suis pas sûr qu'ils interviennent dans les 5 minutes, mais au moins. L'organisation, c'est prévu pour minimiser ce temps de prise en charge. Ok, mais du coup, on le voit, globalement, tu as quand même une certaine expérience, qui est intéressante et qui est multifactorielle, parce que j'aime bien ton approche, justement, d'essayer de comprendre l'ensemble, tu vois, des deux côtés, parce que, justement, comment dire, il y a deux côtés, donc il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et comment tu trouves que l'athlétisme, en général, donc tout ce qui se rattache à la fédération d'athlétisme, donc je compte aussi le hors-stade, la marche nordique, etc., tout ce qui a pu être donné en tant que délégataire à la FFA, comment tu trouves que ça a évolué au cours des dernières années ? Est-ce que tu dirais que ça a évolué ? Dans quel sens ? Moi, je trouve que, comment dire, par exemple, le format piste a quand même régressé ou n'a pas évolué en termes de participants, en tout cas pas beaucoup. Non. Et je sais pas, peut-être qu'ils payent une certaine image d'élitisme ou de sport de, entre guillemets, haut niveau avec un investissement différent. Je sais pas trop, justement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que la piste, elle est quand même... les gens qui ont sur la piste cherchent... C'est du chronométrage. C'est du chrono. On recherche des chronos, de la performance pure. Hein. C'est surtout ça. Et c'est un travail, quelque part, ingrat. Comme ils sont en nombre réduit, je veux dire... Il y a des coureurs qui sont naturellement bons et d'autres qui sont besogneux et d'autres qui sont, ils font ce qu'ils peuvent. Et quand vous faites votre première course, on est tout de suite, je dirais entre guillemets, catalogué, repéré, quoi. Après, le challenge, c'est d'aller chercher le gars qui est devant, mais si vous arrivez 3 minutes derrière les premiers, c'est compliqué, ou quelques secondes, c'est compliqué de être devant. Donc il n'y a plus vraiment cette notion de plaisir-jeu. Il faut vraiment en vouloir pour continuer à être l'éternel 4e, par exemple. Puis c'est vraiment compétitif. Quand tu es sur la ligne de départ, tu cherches à savoir les chronos des autres et sur quoi ils vont partir. Voilà. Bon, maintenant, il est très facile de se cacher dans un peloton de course sur route. Et puis, on est devant, on est derrière, ceci, cela. Et puis, il y a des paquets plus conséquents. Voilà, donc il y a ce côté-là. Donc, après, je pratique pas le côté piste ou très peu. Et donc, je peux pas trop en parler. Mais est-ce qu'on peut exercer un renouvellement ? Parce que, le 100 mètres reste un 100 mètres, un 400 reste un 400, un 800 reste un 800. C'est difficile de faire autrement. Et le but, c'est de toujours aller plus vite. Donc, peut-être cette répétition. Pourtant, quand j'en discute avec des présidents de clubs ou des gens, quand ils font les fameux interclubs, qui est la fête du club, etc., très important pour les points, les subventions et compagnie. Mais oui, il y a faut les pas deux oublier aspects. ça. Faut Il y a pas les deux aspects. l'enjeu est très, pour les dirigeants, l'enjeu est très important les interclubs. Mais pour ceux qui participent, c'est une grande fête.
Oui, il y a aussi Et cet c'est aspect. vu comme grande fête, hein, des grands échanges, tout le monde est là. Mettre le feu au En stade. plus, les gens, quelquefois, ne sont pas dans leur discipline de prédilection. Ouais, il y a parfois Donc, des beaux. ça donne de belles anecdotes, de belles photos. Voilà, il y a ce côté-là qui est très jovial, je puis dire. Mais après, c'est le reste de la saison, quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu trouves que le paysage de l'athlétisme a évolué quand même depuis X années? Il y a de plus en plus de pratiquants. Enfin, Ouais. c'est pas l'athlétisme en général. Hein. Oui, C'est vrai oui, que comme je te l'ai la dit. grosse majorité des pratiquants vient du monde du running. Hein. Oui, oui. C'est Oui. running, trail et autres formats. Marche nordique aussi. La marche athlétique, elle a... Ben, ouais, c'est rentré. on a eu quand même Diniz, je sais Diniz. plus son prénom. Johan. Johan, voilà, Diniz. qui a quand même participé à un relan de la discipline, hein, etc. Ouais, mais bon, ça n'a pas été suivi des faits, quoi. En réalité. D'ailleurs, même si je dis pas de bêtises, il y a plus de 50 km aux Jeux Olympiques. Il me semble c'est possible qu'ils que la l'ont distance a été C'est possible. rabotée. Ouais. Je veux pas dire de bêtises Ouais, parce ouais. que c'est vrai que c'est pas ma spécialité. Moi, je suis spécialisé hors stade, course à pied hors stade. Ouais. Mais il me semble que Non, c'est fort la possible. distance a été rabotée. Et voilà, Parce que c'est pas télévisuel, quoi. Ça se déploie. Oui, la marche nordique se développe de plus en plus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu à contre-cœur parce que ça a été donné à la FFA pour éviter que la FFA le laisse avec d'autres fédérations. La marche nordique, non, Ouais. je dirais l'inverse. Ah C'est ouais la FFA qui s'est dépêchée de la prendre. Ouais, mais pour pas la laisser à d'autres fédés, pas les mais ensuite occasions. elle en fait pas grand-chose. Exactement. La FFA également les courses à obstacles, fera pas dingue, ça te Oui. parle. J'en ai fait quelques-unes. Là, c'est des grands moments. Alors, faut pas y aller tout seul, faut y aller à moins avec un copain, aussi bergeau que toi. Et à plusieurs, plus il y a de bergeaux, mieux c'est. Et puis, alors là, c'est du grand délire, mais on en bave, hein, on en bave. Et ben c'est pareil, maintenant, ça dépend de la FFA. Ok, ça je savais pas, tu vois. Voilà, la FFA a repris ça à son compte. Mais j'ai l'impression Également que c'est pour éviter voilà. que ça parte trop dans le privé. Ouais, dans le privé ou dans d'autres fédés aussi. Parce Ou d'autres que... fédés. Le trail. Pendant Voilà. très longtemps, le trail a failli partir à la fédération alpine, hein, Oui. de montagne. Hein, Mais Et voilà, en créant un championnat de France de trail, etc., donc la fédération, la FFA, se l'est, entre guillemets, accaparé la prise à son compte. Pour éviter que ça parte ailleurs. Alors que... Parce que la démarche, elle est louable, mais la question, c'est est-ce qu'on se le prend à son compte pour le développer, l'agrandir, le renouveler, etc. Ou alors, pour récupérer un nouveau public, donc de nouvelles licences, Ouais, c'est ça. qui de nouvelles licences... Un taux de licenciés augmenté, donc des subventions nationales revues à la hausse au niveau auprès du ministère. Une affaire de gros sous. Une affaire de gros sous. Faut penser à tout ça. Et je pense que eux pensent à tout ça. Mais ouais, effectivement, pour ce qui est du trail, ça a été reçu, on va dire, à géométrie variable, parce que bon, c'est vrai que l'organisation de championnat de France et tout, etc., ça a plu. Et c'est vrai que je peux pas me plaindre que, du coup, il y en a une partie qui reste dans le public, parce que toutes les grosses courses sont privées. Voilà. Mais bon, on voit que l'approche d'entraînement qui est enseignée au sein de la FFA n'est pas forcément pertinente. On va encore beaucoup parler de VMA, etc. Alors que bon, effectivement, il y a des trailers, ils se passent complètement de VMA et c'est avec du bon sens. Oui. Parce qu'ils préfèrent passer du temps à vouloir exploiter 100% de leur moteur qu'à essayer d'hypothétiquement faire grossir leur moteur sur des courtes durées pour ensuite le faire grossir sur des longues durées. D'ailleurs, il y avait même un article scientifique sur la marathonienne Paula Radcliffe qui, malgré ses chronos qui s'amélioraient d'année après année, a vu sa VO2 max, donc sa VMA, baisser. Et donc, mais la Fédé va venir nous parler pour certains de VMA, et puis on va avoir aussi des métriques, les points, comme on en a parlé, qui sont un format utilisé uniquement par la FFA, que beaucoup de personnes ne calculent pas vraiment et trouvent un peu étrange, et qui viennent de personnes qui ne sont pas forcément expertes du trail. Donc on va dire que c'est un peu un mal pour un bien. Vaut mieux que ça tombe à la FFA que ça tombe dans le privé, mais... voilà, quoi, sans commentaire. Là aussi, je te rejoins tout à fait. Toutes ces activités-là, il vaut mieux que ça revienne à la FFA, donc ça nous revienne. Après, il faut essayer de voir ce qu'on en fait et se poser les bonnes questions, parce que lorsque ça tombe dans le domaine du privé, la première chose, c'est les participants qui en pâtissent, parce que les prix d'engagement ne sont plus les mêmes. Là, ils s'envolent. Et là, vous n'êtes plus un participant, vous êtes un client.
Oui. Et malheureusement, le peloton commence à comprendre que sur certaines épreuves, il est client. Et l'UTMB. râle pour X raisons, ceci, cela. Alors le souci, c'est qu'après, quand ils viennent sur des organisations de moindre importance, voire petites organisations, ils aimeraient le standing de la grande organisation. Oui, mais sauf attention, que... là, t'as vu, là t'as payé 10 € ou 5 €, là-bas, t'en as payé 70. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de rapport. Donc, Alors que tu viens chercher autre chose, là, par exemple, c'est vrai que, bon, je reviens sur de la piste, mais fin septembre, on avait couru à Eppeville. Bon, c'était artisanal, hein, piste de 300 mètres, chrono à la main, etc. Mais justement, il ne faut pas forcément entendre la même chose et il faut venir chercher aussi d'autres choses parce qu'on peut s'amuser, on peut découvrir une ambiance qui est tout autre parce qu'il faut aussi justement arrêter parfois de se prendre trop au sérieux. Et c'est vrai que sur une grande course, on va vouloir claquer un chrono, une performance et c'est plaisant. Mais tout ne se résume pas au chrono, à la performance. Et justement, peut-être qu'au final, pour 10 €, on va passer un meilleur moment avec des bénévoles qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font qu'avec 50, 60 €, où on va passer un moment qui va être plus stérilisé, qui va peut-être être de qualité parce qu'on va avoir un parcours idéal et tout, mais qui va manquer de... Alors là, ça me fait... Il y a un souvenir qui me revient, c'était Maroual. Maroual, 20 il y a kilomètres. quelques années, les 20 km de Maroual, il y a quelques International, années. d'ailleurs. Où c'était à une époque où il y avait plus de 6000 coureurs. Hein. Maintenant, ça a beaucoup baissé. Hein. Maintenant, 3000, 3500. J'y suis allé et le gars qui devait venir avec moi était des malades, donc j'y suis allé tout seul. Et je me suis dit, au milieu du peloton, il y a 6000 personnes et je suis tout seul et je me fais chier. Ouais, C'est la réaction que je me suis dit. Bon, j'ai couru, j'ai fait le job, j'ai couru, je suis remonté dans la bagnole et je suis revenu. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de... Là, bof. Alors qu'il y avait tout pour faire une fête, quoi. C'est vrai que ce genre de course, là, par exemple, il y a le 5 km de Lille qui arrive bientôt. Bon, sans chercher à dénigrer spécialement quoi que ce soit, mais on voit que c'est tout simplement pas la même optique. Parce que moi, c'est vrai que, bon, si j'y vais, là, je me suis pas entraîné récemment, mais je vais quand même chercher à faire un chrono qui est à la hauteur de ce que je peux faire actuellement. Si je cours 18, je suis content. Mais j'y vais pas pour avoir une fête autour de la course. Effectivement, j'y vais pas pour avoir une animation autour de la course. Ça va être avec les amis après, éventuellement manger ensemble et tout. Mais ça va pas être sur le lieu de la course. On cherche plus du tout la même chose. Par contre, j'avais bien aimé, moi, c'était les 10 km du Ravensberg parce qu'il y avait des fanfares tout autour. Il y avait quand même de l'animation dans la salle des fêtes, etc. Même si les 10 km du Ravensberg, il y avait quand même 1200 participants l'année où je l'ai fait et que c'est un label national. Il y a quand même une certaine ambiance et il y a quand même un certain plaisir parce que quand tu cours au milieu de la campagne et que tu vois une fanfare à 500 mètres qui t'attend pour te jouer de la musique au bout de ta ligne droite, c'est pas la même chose. Donc il y a moyen de faire les deux. Bon, c'est vrai que quand tu es sur un 5 km international où tu fais venir des stars qui courent 12,50, t'es plus limité. On peut pas forcément le reprocher. Il faut aussi des... Après, moi, je vois avec des gens du club qui ils sont friands de ce type de course. Alors, pas pour... ils la courent, hein. Ils sont dans la course, hein, ils le font. Mais c'est surtout pour, écarquiller les yeux et voir ces extraterrestres devant eux, parce que eux, j'en connais plein ils vont être plutôt aux alentours de 25. Hein. Ils vont faire ils vont essayer de faire un peu plus vite que le 12 à l'heure. Mais voir les autres courir à cette vitesse-là et les avoir devant eux, il y a un aspect spectacle. Passer à côté d'eux et de s'apercevoir qu'ils sont bien humains, ça les fait rêver, quoi. C'est vrai que moi je l'ai vécu aussi au championnat de France où d'ailleurs je suis pas le seul à avoir vécu parce que la spécialité des championnats de France hors stade, c'est qu'il y a de la place pour du monde, donc on peut être 200, 300, 400 départs. C'est que en fait, au final, on part sur la même ligne que des athlètes olympiques, et ça, c'est quelque chose qui est très rare en dehors de l'athlétisme. Donc, on les regarde comme des extraterrestres, justement, on se dit, punaise, les gars, on va aller voir 20 mètres, quoi. Mais en même temps, les gens sur le bord de la route nous regardent, nous aussi, avec le même regard. Parce que même si tu es là et que tu cours en 32, 31, tu fais au final partie un peu d'une autre espèce, parce qu'on se dit, punaise, il court 19 km/h sur 10 km. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là que j'ai un peu négligé dans ce que j'ai dit, qui est très intéressant aussi. Mais moi, je me verrais pas faire que ça, tu vois. J'ai beau avoir une pratique... Je disais aussi, hein, pour aller exactement dans ton sens, la richesse du running, hein, de tout ce qui est en dehors du stade, c'est que se côtoient, comme tu le dis, aussi bien le champion olympique que le non licencié, voilà, que la personne qui s'entraîne une fois par semaine, hein, qui est là. Donc il y a une mixité sportive, sociale, culturelle. Je crois qu'on fait pas mieux. Et je crois qu'on est la seule discipline à pouvoir
féliciter d'avoir ça. Sur route, ouais, Voilà, c'est clair. sur route, sur route. Sur piste, Ça, il y là, a... sur piste, non, il faut absolument déjà avoir la licence Ouais, pour entrer il y a sur déjà la un piste. peu moins. ça, Je pense qu'il y a quand même une Il y a certaine tout diversité. et voilà. Mais moi, c'est ce qui m'a plu très rapidement, c'est cette mixité de personnes, parcours. de participants Ouais, c'est ça, qui est c'est très ça. intéressante. Et voilà. C'est ça. J'ai eu aussi l'époque où je dis waouh, à quelle vitesse il va, mais pourquoi ah oui, il est quand même un peu plus fin que moi quand même. Ouais, quand tu découvres, c'est ça. Bon, maintenant, allez, anecdotiquement, je m'en fous parce que je suis tous en train de les battre. Je vais prendre l'exemple. La dimanche, je vais aller arbitrer donc Fleur B, les 10 km de Fleur B pour la première fois à la belle nationale. Donc Ouais. ça va certainement se gagner en moins de 30 minutes. Et comme je dis, moi je m'en fous, je vais encore terminer avant lui. Parce que voilà, 500 mètres de l'arrivée, je dis on a mon motard, allez, on rejoint l'arrivée. Bon, sauf si ça dépend de la condition de course. Hein. S'il y a 2 gars encore à la bagarre, j'attends vraiment la dernière minute. Et généralement, je termine. Je dis bien généralement, ça m'est déjà arrivé de terminer 6e. Parce que la moto, elle a été bloquée, puis j'ai dû courir à pied les 200 derniers mètres, et là, j'ai vu qu'on n'était pas les mêmes dans la même catégorie. Ouais, effectivement. Mais voilà, c'est aussi ça le côté qui est un petit peu formidable de l'arbitrage national. Bon, régional aussi, mais les régionaux, on les connaît, c'est les copains, ceux-ci, ceux-là. Ouais, il y a des noms, il y a mais là, quand je vais reprendre notre anecdote, le semi de... comment il s'appelait celui-là à Saint-Denis, il a un nom. Ah, je ne l'ai pas. Celui de Saint-Denis qui a servi pour les Jeux Olympiques, le parcours pour les Jeux Olympiques. Le nom. Bon, peu importe. Il y a un moment, j'ai demandé à mon pilote, tu peux te rapprocher là du premier. Il y a un truc qui est bizarre. Il dit quoi? Je dis, je l'ai jamais vu ouvrir la bouche. La voie royale. La voie royale, merci, c'est ça, c'est le sommet de la voie royale. Et le gars, donc c'était un Kenyan, pendant 17 km, il a couru bouche fermée, il respirait que par le nez. Endurance. Que par le nez, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et après, j'ai vu, les autres sont venus chatouiller, là, il a ouvert la bouche. Bon, il tournait à 2,50 au kilo, il en a fait 2 d'affilée en 2,40, 2,30, 2,35, 2,40. Bon, il a terminé premier. Ouais, c'est incroyable. C'est mais, je sais pas, ils étaient quasiment à 19 à l'heure, et lui, il respirait par le nez. Ouais, ils sont en endurance. Hein. Voilà. Ils sont en endurance. Bon, du coup, on va partir un petit peu plus sur le débat, et donc je vais rebondir sur quelque chose qu'on a dit un petit peu avant, parce qu'on a parlé tout simplement de la FFA qui a récupéré, etc., la marche nordique, pardon, la marche nordique, le trail et ainsi de suite. Pareil, course obstacle. Et comme on l'a dit, le club dans lequel on est, dans lequel tu es président et moi je suis licencié, a une double affiliation UFOLEP et FFA. Donc déjà, qu'est-ce que tu verrais comme différence entre l'UFOLEP et la FFA? Comment tu envisages... Le slogan de l'UFOLEP résume tout à lui tout seul. Ouais. Le sport autrement. Ouais. Voilà. Ça veut pas tout dire et rien dire. Ça dit bien, c'est l'athlète est vraiment au centre. Au centre. On fait pour lui sans vraiment... Alors, il y a les compétitions également, etc. Donc... alors, le niveau est certes un petit peu moins performant que la FFA, quoique il y en a qui vont des deux côtés, mais surtout, non, c'est surtout la façon de voir les choses. Beaucoup moins à se prendre la tête. Ok, ouais. Beaucoup moins ça, ouais, effectivement, on le remarque. Et c'est surtout les gens du club il y en a qui ont les 2 licences, d'autres qui en ont qu'une, etc. Quand ils veulent l'UFOLEP, c'est parce que, je dirais, le côté familial est encore plus accru. Ouais, effectivement, c'est ça. Encore plus, voilà. C'est pas la recherche de la même chose. Non. Justement, on va pas retrouver des grosses courses comme des labels internationaux. Non. C'est pas cette approche-là, quoi. Même si là, j'ai œuvré avec le club de l'affaire, l'affaire Athletic Club, pour on l'a, donc le national de cross UFOLEP. On peut pas dire championnat. Oui, de normalement, on France, dit national parce que championnat voilà. de France, c'est la FFA. C'est ceux qui ont il y a que la fédération française qui est missionné par le ministère pour distribuer les titres. Voilà, c'est ça. Donc internationalement, sont reconnus que les champions de la FFA. Il faut même mieux éviter, certaines personnes sont susceptibles lorsqu'on dit « je suis champion départemental UFOLEP ». Non, c'était pas un championnat, c'est un critérium. Il y a encore de vastes débats qui n'ont pas bougé depuis 40 ans et qui ne bougeront plus pour maintenant. Mais c'est pas grave, à Saint-Gobain, sur un véritable parcours de cross, je dis bien véritable, c'est-à-dire il y a...
de la relance, des montées et des descentes, tous les ingrédients du cross, des herbes en travers. C'est facile, un coup de vent dans la forêt, ça nous aide. Et on l'exploite. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Parce que mon idée, c'est vrai que l'UFOLEP est un peu en perte de vitesse. Et c'était d'essayer dans le département de relancer l'activité. Donc ça en fait partie, puisqu'on aura le national dans 15 jours, je crois. Ouais. Et l'an dernier, on avait créé aussi ce qu'on a appelé porteur de... K21 était le porteur de projet, la caravane UFOLEP, où là, c'était sur les manifestations. On pendant a pu le l'été, faire non que sur les manifestations, là, de faire une animation à destination de jeunes, ludique, avec du matériel très pédagogique. C'est vrai que cet été, moi aussi, j'ai vu en vacances, globalement, je trouve que c'est un peu sur tout le littoral français, l'UFOLEP organisé... Alors, eux, ils ont un truc, je ne sais plus comment on appelle, un tour national, etc. Ouais, c'est ça. Qui se déplacent pour faire des animations. C'est ça, des animations et tu as autour dû voir du... des sports totalement, ce qu'ils appellent, ils aiment bien les sports émergents. Ouais, il y avait des rugby un peu atypiques et voilà, tout, le enfin. disco golf, des choses comme ça. C'est fun, c'est rigolo, mais ça marche. Écoute. Mais ça marche. Dans le sens où ils vont capter d'autres publics. Ouais, c'est ça. D'autres publics. C'est ça. Je sais que, par exemple, au niveau scolaire, l'UFOLEP intervient. Il est préconisé que les élèves de 6e fassent 2 heures de PS en plus. Mais de façon différente. Et principalement des élèves qui ne sont pas dans des clubs sportifs. Oui, aller chercher... Donc, ils sont un petit peu éloignés du monde sportif. Enfin, bouger. Et l'UFOLEP, et là, elle intervient souvent, et elle est bien placée avec ces sports émergents où on joue. Donc, pour ces publics-là, voilà. Et si après, l'idée sous-jacente, même l'UFOLEP, c'est une fédération, l'idée sous-jacente, si les élèves peuvent prendre une licence dans un club après, c'est toujours ce ça n'est de prix, que bonheur. Ce n'est que bonheur. Ça. Autant pour eux que pour le club. C'est ça, quoi. Donc nous, c'était ça. Voilà, on s'est déplacé 6 fois dans le département pour proposer une activité pendant 2-3 heures au niveau des jeunes. D'accord. Sur les bases, alors là, c'était courir, sauter, lancer. Ouais, Voilà. c'est aussi les bases du club. Voilà, c'est tout c'était simplement l'athlétisme Voilà, sous toutes c'était ses formes. Mais du coup, je pense que ça amène une autre question, c'est qu'est-ce que tu penses du modèle fédéral français, donc plus généralement, parce que fédéral, ça vise notamment la FFA, mais pas uniquement, parce qu'en soi, l'UFOLEP est une fédération. On aurait pu parler de l'UNSS quand on a parlé du sport scolaire. Est-ce que tu trouves pas que ce modèle, il est dépassé ? Parce que moi, j'avoue que on est nombreux à constater beaucoup de défaillances à la FFA, déjà dans la couverture des nouveaux sports qui rentrent comme le trail, etc., où on trouve que c'est mieux que rien, mais c'est pas forcément approprié. Il y a également les formations qui sont régulièrement changées, sauf que le problème, c'est que des formations, c'est plutôt quelque chose qui se veut de long terme. Et les formations, c'est difficile d'avoir un suivi, c'est difficile d'être formé, c'est coûteux. Bon, coûteux, on peut pas forcément l'imputer à la FFA parce que les formations sont pas très chères de l'heure, mais il faut se déplacer parce que parfois, il n'y a pas les formations dans le coin. Il y a aussi eu récemment la faillite de la coopérative de paiement des athlètes professionnels de la FFA. On a l'impression que, ça s'inscrit plus généralement dans un contexte en France où le sport n'est pas forcément... La France n'est pas un pays de sport, faut dire clairement, faut mettre les deux pieds dans le plat. Je considère, et on est nombreux à considérer que la France n'est pas un pays de sport, mais est-ce que tu considères pas un peu que le modèle fédéral français, il se casse un peu la tronche, quoi, oui, concrètement. quelle que soit la fédération, moi j'en connais 2. Principalement, l'aviron, je me suis pas assez rentré dans le modèle. Mais si je prends la FFA et l'UFOLEP au niveau athlétique, ce qu'ils recherchent avant tout, les fédérations, ils sont déjà déconnectés de leur base. C'est ce que je pense. La base, c'est nous, c'est les petits, c'est les clubs. C'est les petites mains et les clubs qui font vivre. Voilà. Alors, les gros clubs, j'aime pas l'appellation, les clubs qui sont plus importants avec des athlètes aux performances nationales, internationales, etc., arrivent à se hisser parce qu'ils sont reconnus, pris en charge, et je dirais quelquefois un peu trop tard. Pour les athlètes, mais les autres petites structures, bof, on n'est pas très écoutés, même si il y a des efforts qui sont faits. Je reviendrai dessus. Si j'oublie, tu me le rappelles. Oui, il n'y a pas de souci. Je continue sur les 2 fédérations. Ils sont un petit peu plus, à mon avis, dans une démarche marketing et commerciale. Leur objectif, avant tout, si je prends la FFA, c'est d'essayer de récupérer un maximum de licenciés. Et pour ça, ils sont
prêt un peu à tout, c'est-à-dire on récupère, Non, puis tous les on se profils, hein. positionne sur les dernières disciplines Surtout. qui ont été rajoutées pour éviter qu'elles perdent dans le domaine privé, et c'est très bien, il faut que ça reste dans le public parce que dans le privé, après, il va y avoir d'autres dérives également. Et au niveau UFOLEP, on oublie un petit peu le côté pratiquant des clubs pour se lancer sur des actions entre guillemets de prestige. Le dernier enjeu, c'était tout un dossier sur la Ah, je l'ai jeté le bouquin, il m'a énervé. La transidentité, voilà. Transidentité, homme-femme, LGBT, etc. Ouais, dans les clubs, ouais. ceci, cela. La dernière fois, c'était un gros truc sur l'égalité sexe-homme homme-femme dans les clubs. Oui, tout ça, c'est vrai, il faut en parler et tout, mais on est un petit peu... Ouais, il brasse un peu exprès pour... Si on regarde un petit peu les infos, c'est un petit peu les tendances actuellement vers lesquelles la société va, ils y vers vont les par ministères défaut va pour, orienter. Ils y vont par défaut pour en profiter. Le quoi. harcèlement, il va bientôt apparaître dans leur ligne de conduite également. Hein. Alors maintenant, donc je reviens, au niveau FFA, tout n'est pas négatif. Au niveau des petits clubs, si on a un petit club labellisé et exceptionnellement cette année, puisque année olympique, les clubs de moins de 150 salariés peuvent toucher, c'est une notice. Moins de combien de salariés salariés, une bêtise. Licenciés. J'allais dire. Moins de 150 licenciés. Des clubs à 150 salariés. Bien vu. 150 licenciés peuvent demander au PCF, un plan de soutien fédéral, qui est, avant ça s'appelait CNDS, une aide de 1 500 € à 100%. C'est-à-dire, grâce à cette aide-là, l'an dernier, on a pu envoyer des gens en formation. Hein, Olivier et Christelle, qui ne font plus aller. Ouais. D'ailleurs, il faudra qu'on rediscute, nous. Voilà, donc ça, c'est quand même le côté positif. Tu vois. Petite structure, peu de licenciés. Donc, ils sont prêts à donner une aide de 1 500 € pour aider le club à se développer. Ouais. Là, je vais refaire une demande. Cette fois-ci, c'est non plus le côté formation. On n'est jamais assez formé. C'est ce que je dis. J'arrête pas de toujours dire. Il faut toujours former, toujours apprendre. Ça continue, quoi. Faut que ça continue. Il faut même se recycler à un moment donné et tout. Mais là, on va essayer de faire sur une ouverture publique. Essayer de retrouver de nouveaux adhérents. Même s'ils viennent à nous sans qu'on aille les chercher, sans qu'on aille... Oui, c'est aussi aller chercher quand même. Voilà, c'est le bouche à oreille qui fait la différence. Et quand ils viennent, ils connaissent déjà un petit peu ces valeurs familiales que tu disais. Liberté de courir où tu veux, liberté de t'entraîner, que c'est avec nous ou pas, à côté. On est toujours là quand ils sont là pour avoir un renseignement ou autre. C'est vraiment ce côté-là. Donc, il y a ça qui est quand même intéressant. Alors, par contre, il est vrai qu'au niveau formation, aussi bien l'un que l'autre des deux fédérations, c'est un peu compliqué. Et ce saucissonnement l'idéal m'avait plu au départ. C'est-à-dire que les modules de formation, plutôt que, c'était on va découper, on va le tronçonner. À la carte. Mais là, on l'a tellement tronçonné que... Ça n'a plus de sens. Je vais prendre un truc tout simple. C'est à l'athlète de s'enregistrer sur son compte personnel dans les formations. Ouais, sur le CIFA. Moi, j'en ai plein qui sont allés voir, puisque je les encourage à se former. Et ils reviennent, mais je comprends rien, l'OFA. L'OFA et le CIFA, c'est vrai que c'est une usine à gaz. Je comprends rien. Qu'est-ce que je fais, ceci, cela, ils sont complètement paumés. En fait, c'est dommage parce qu'il y a une bonne base sur le site de l'OFA, c'est que tu sélectionnes ce que tu veux faire. Tu peux faire dirigeant, entraîneur, etc. Ouais. Et ça te renvoie petit à petit les modules et les formations plus généralement. Donc les formations, elles comprennent plusieurs modules. Mais le problème, c'est que c'est à partir du moment où il faut que tu cherches Ma phrase n'était pas très française. À partir du moment où il faut chercher des dates, des lieux, etc. Là, c'est une usine à gaz. On retombe sur des sites pas forcément bien optimisés pour aujourd'hui et qui sont pas très clairs. Donc pour des gens qui sont moins à l'aise avec l'informatique. Et le CIFA, c'est... Par exemple, il y a des cases, moi j'y pense à chaque fois, c'est que moi je suis en train de terminer un CQP, donc c'est un diplôme professionnel. Normalement, il y a des cases que tu es obligé de cocher. Est-ce que je passe cette formation dans le cadre d'un CQP, oui ou non? Je pouvais la laisser vide tout le temps. Donc c'est des petits trucs comme ça, mais ça en dit long sur le CIFA.
Je pense qu'il y a un sérieux besoin déjà de rénovation d'interface graphique, mais bon, ça c'est une chose. Alors, Mais c'est aussi le problème derrière parce que... à savoir, je ne sais pas si c'était pour l'OFA, mais il y a 2 ans, l'an dernier ou il y a 2 ans, les licences la fédération, la paire fédérale a augmenté de façon significative. L'idée, oui. on nous l'a vendue, on a besoin de moyens pour refonder le site de la fédération. Je ne sais pas s'ils ont refondé. J'ai quand même quelques connaissances en informatique, puisque je l'enseigne. J'ai pas vu grande différence. Non, Mais une chose est sûre, le résultat n'est pas à la ce qu'il est. hauteur des Parce enjeux. que C'est clair que... je vais prendre un truc tout simple. Je dois, la semaine prochaine, avec Gérard Rolzec, je vais aller remesurer les 20 km de Maroilles. Mhm. Parce que ce qu'il faut savoir au niveau mesurage, tous les 5 ans, il faut refaire un remesurage. Puisque en 5 ans, il pourrait y avoir des modifications. Alors, c'est pas plus mal. C'est vrai que je l'ai déjà fait il y a 5 ans. Maroilles, le parcours, il change pas. L'arrivée et le départ ne changent pas. Donc, voilà. Mais il suffit qu'il y ait des travaux de voirie, un rond-point, et puis... Ouais, et puis t'as 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres dans la donc, tranche. Quoi. mais comme on mesure quand même avec une tolérance précision. faible, hein, Ouais. donc je vais y aller, peu importe. Mon idée, c'est-à-dire, pour ça, on a la procédure, il faut qu'on étalonne nos vélos. Hein, c'est pas un compteur il faut l'étalonner le jour J où tu vas mesurer en tenant compte de tout un tas de paramètres. Donc il y a des bases d'étalonnage sur Saint-Quentin, mais bon, Saint-Quentin, c'est quand même loin. C'est pas la porte à côté de Maroilles, et on va certainement partir sur la journée. Conditions atmosphériques qui peuvent changer. Qui dit conditions atmosphériques change, pression des pneus change, donc forcément circonférence de la roue change. Et puis, le mesurage, il est foutu. Ouais, puis il y a Donc, pas l'idée, d'aide c'est pour d'avoir ça, une base quoi. d'étalonnage au plus près. Et en faire une, à 2, il faut compter 1h30. Pour 20 km. Non, que faire la base d'étalonnage Ah, la base. de 400 mètres, par exemple. Ok. Après, pour mesurer, ça va être un peu plus long. Donc, si déjà tu perds 1h30 là, alors j'ai essayé d'en trouver une. J'étais sur le site de la FED. J'en ai trouvé une. Alors, super, hein, il y a un numéro, il y a un dossier, le Quesnoy, qui est pas trop loin. Ouais. Et ce que j'aurais voulu, moi, c'est quand je clique dessus, c'est qu'on me dise pas qui a fait la base d'étalonnage. C'est récupérer le dossier de la base d'étalonnage pour savoir où est le clou de départ, où est le clou d'arrivée et où elle se trouve. Parce que le Quesnoy, c'est vaste. Ben ouais, ça, c'est un manque. Ouais, c'est vrai Je pense que, en fait, c'est pas à voilà, disposition. t'es obligé de l'idée, elle contacter est la bonne. personne. Elle est bonne. Donc, il existe maintenant un tableau, toutes les bases par département qui sont répertoriées, mises à jour, mais il n'y a pas moyen de télécharger le dossier. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est encore une aberration. Donc, on a l'impression qu'ils vont pas jusqu'au bout des choses. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça plus généralement. Mais c'est vrai que je pense que, bon, au-delà de blâmer la Fédé, parce que là, dans ce que j'ai dit, j'ai surtout... non, mais voilà. De toute façon, on est français. On dit jamais quand ça va bien. On dit toujours quand ça va pas. Puis il y a aussi, ouais, justement, c'est ce que j'ai dire. Il y a aussi un contexte qui est plus général. C'est que, bon, bah, par exemple, pour les diplômes, moi, j'y suis pas forcément favorable. C'est que pour encadrer avec rémunération, il faut un diplôme spécifique. Ouais. Alors que tu as des gens qui ont 50 ans d'expérience et qui se recyclent, qui se renouvellent, qui mériteraient totalement, sans avoir à repasser 150 heures de formation et 150 heures de stage encadré. Et pareil au niveau des subventions, parce que la Fédé dépend aussi des subventions du ministère. Voilà. Et il faut aller faire, honnêtement, la gratte au ministère pour qui va obtenir les plus grosses subventions. C'est ça. Alors que, bon, bah, l'athlé, c'est difficile de placer un sport mieux que ça. Enfin, il y a quand même des sports qui sont très pertinents, mais l'athlé, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait du cardio, on fait de l'articulaire, on fait du musculaire, on travaille la coordination, donc ça peut servir pour des sports collectifs. Il reste le premier sport olympique. Mais le problème, c'est plus généralement une certaine mentalité, une certaine culture en France, donc qui sont associés à des choix politiques, que subissent ces fédérations. Parce que, par exemple, je pense à la Norvège, qui fonctionne... qui a un modèle, on va dire, entre guillemets, UFOLEP++, parce qu'ils prennent une licence quand ils sont jeunes, jusqu'à 13 ans, si je dis pas de bêtises, et avec une licence, ils font plein de sports. Ah, bien. Alors l'UFOLEP, on a une fédération qui, en fait, pourquoi je dis un modèle un peu UFOLEP, parce qu'ils ont plein de sports sous leur égide, l'UFOLEP, mais techniquement, il faut aller dans un club qui va avoir tel ou tel
compétition parce que tel ou tel sport, parce que nous, par exemple, dans le club, on a l'athlétisme, mais on n'a pas le cyclisme. Alors, Et d'ailleurs, le cyclisme est divisé en plusieurs voilà. sous-catégories. Alors, justement, c'est bien que tu en parles parce que t'as dû voir dans les échanges de mails, mais je dois envoyer un mail incessamment sous peu, mais ça doit faire 15 jours que c'est incessamment sous peu. Comme quoi, justement, tu disais l'UFOLEP, on peut prendre. C'est une fédération multisport au départ. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on a coché l'activité athlétique, course hors stade, trail. Ce qui colle au versant FFA. Qui colle à nos statuts et puis à notre façon. Et puis, comme je dis, nous, c'est d'abord l'athlétisme, point. Il y a même une année où j'avais pris la compétence pétanque, c'est pour te dire. La dérive. Il y a ça, là. Oui, la dérive. On avait un gars qui courait et qui faisait la pétanque. Donc il voulait faire... Voilà. Alors plutôt qu'avoir des licences partout, il avait une seule licence à un seul endroit, puis il faisait de la pétanque. Et là, donc là, on va ouvrir, ça y est, j'ai l'affiliation, elle est faite, sur une activité cycliste. Route, du coup. Alors, il y a tout. Après, route, c'est les cyclo, entrées. etc. Il y a cyclosport. Alors là, il faut encore que je bosse sur le dossier. Il y a cyclosport et cyclo-compétition. Cyclocross. Cyclocross, cyclosport, cyclocross. Après, il y a VTT, compétition et je ne sais plus comment. Oui, il y a des disons, ça va du maximum, qui est quand même le cyclosport et cyclo-compétition, avec cyclotourisme qui est je me balade. Donc, il y a 4 niveaux différents. Donc, on est sur le 4. Donc, il faut que je passe le mail pour savoir qui veut que je coche la case. Donc là, on est vraiment dans une pratique multisport. Alors, l'idée, elle est venue... tu m'en avais déjà parlé une première fois et je t'avais répondu. Oui. Non, ça fait pas prévu, c'est pas... ouais, mais bon, c'était pas un nom catégorique, mais c'était... Bon, voilà, à en discuter. Et entre-temps, il y a des gars qui sont un peu piqués au vélo, David, Damien, etc., qui disent, ça serait bien. Et puis ils disent, dans ce cas-là, c'est Damien qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille en disant, voilà, j'ai mon gamin, il est licencié à la FFC, Fédération Française de Cyclisme. Ouais. Il tourne pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup de ça. Donc, il va certainement prendre une licence à l'UFOLEP au niveau cycliste. Parce qu'il y en a plus dans le coin. Pour, le rythme de compétition, ça acquiert en compétition. C'est important, voilà. En cyclisme, c'est important. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et il en a pris une. Alors, il cherchait un club. Il en a pris une, un club qui vient de s'ouvrir à Joncourt, pas très loin de chez nous. Il dit, Damien, il dit... je vais certainement aller le rejoindre, en prendre une aussi, parce que quand je vais l'accompagner, si moi, je vais certainement finir dernier, mais si je peux faire une course, pourquoi pas, et voilà. Et là, en entretenant, j'ai dit, c'est quand même con, parce que le gars, il va avoir une licence athlétique à Cap21, une licence de vélo à tel endroit, une licence de machin à tel autre endroit, et on sait très bien qu'il y a un moment, quand tu as plein de licences, donc tu payes 3 licences, et ça puis coûte, à un moment, conclusion, tu ne peux plus t'investir nulle part. Non, c'est ça. T'es partout et nulle part. Alors que là, tu aurais la pertinence de tout avoir sous la même crèche. Je me suis dit, j'ai renseigné un petit coup de fil au délégué départemental de l'UFOLEP pour lui demandant un petit peu comment ça marchait, ce qui était possible, pas possible, financièrement, ceci, cela. C'est jouable, donc du coup, la case est cochée. Okay. Maintenant, il faut que je fasse le mail. Ou alors, il faut qu'ils écoutent le podcast. J'aurais pas de mail à faire. Ouais, mais je pense que c'est un peu moins probable. Je vais diffuser le lien du podcast. Comme ça, ils reviendront vers toi. Bon, du coup, on a quand même pas mal balayé là. Une petite dernière question quand même. Qu'est-ce que tu penses du modèle qu'est-ce que tu penses du modèle du bénévolat ? Bon, t'en penses que du positif, mais de son état actuel. Parce que c'est vrai que je suis un fervent il se fait un peu manger quand même. du bénévole pur et dur. Et je respecte toute forme de bénévolat parce que c'est vrai que certains disent que j'ai beaucoup de boulot. C'est vrai que je passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures et ça me fait marrer quand on me demande sur les dossiers de subvention de quantifier la part bénévolat de l'association. Trop. À moi tout seul, voilà quoi. Moi tout seul et Christelle parce que ce qui marche bien, c'est parce qu'on est à 2 sur la même longueur d'onde. Le couple, il est vraiment, c'est un binôme à 2 têtes séparées. C'est pas une tête qui pense et l'autre qui exécute. C'est vraiment à 2 têtes séparées. Ce qui vaut d'ailleurs quelques belles engueulades un coup de temps en temps, mais ça fait partie. Ça fait du bien aussi dans le couple. Mais non, je suis un grand ferveur défenseur de ça. Et la personne qui vient donner un coup de main 1 heure
eh ben, pour moi, elle est aussi indispensable que moi ou que les autres, parce que si elle n'était pas là, pour tenir, par exemple, sur un parcours, un carrefour, si elle n'était pas là, bah, il n'y aurait pas de course, tout simplement. Il n'y aurait pas de carrefour, il n'y aurait pas de sécurité, il n'y aurait rien. Donc là, c'est important. Alors, pour revenir sur l'évolution, j'ai souvent entendu parler, j'en entends encore parler, et il y a encore des associations qui se créent, des machins, sur la valorisation du bénévolat. Bof, belle phrase, j'attends toujours. La possibilité de valider par acquis d'expérience, VAE, ces heures de bénévolat. Ouais, mais ça, c'est une usine à gaz. Parce que Voilà. c'est pareil, par exemple, quand tu fais un diplôme pro, tu peux commencer à encadrer, dans le cadre de ton diplôme, pour X ou Y raison, des petits groupes, etc. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas vraiment le faire valider parce que tu n'as pas vraiment de diplôme. Donc en fait, c'est pas vraiment reconnu. Et donc j'imagine que pour le bénévolat, c'est pareil. Ils vont pas venir te mettre une puce quand tu es sur le bord de la route. Voilà, c'est difficile. J'ai jamais vraiment rentré dans même quantifier, tout simplement, c'est difficile. Le fond dans le dispositif pour regarder, mais le peu que j'ai vu, effectivement, j'ai dit, ça va encore passer des heures et des heures de l'administratif, quoi. J'ai toujours souvenir, quand j'avais commencé avec Francis Desmarais et 10 km de Morcourt, c'était un 2 à 4 recto verso pour faire le dossier d'organisation. Les dernières années, on était à 40 pages. À préciser qu'il y a eu un label national. C'est la seule course du département à avoir eu le label national. Il y a eu un label national sur 10 km et le record, il devait être à 30-20, un truc comme ça. Ah, il est à 30-09. 30-09, donc c'est quand même une belle course. Et s'il avait eu de l'adversité, il aurait été en moins de 30. Donc autant dire que tout simplement, on est passé de 2 pages à 40, t'as dit? Ouais, une quarantaine. Ouais, et il n'y avait jamais toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est une des raisons pour laquelle 2024 n'a pas connu d'édition du 10 km de Morcourt. Alors que ça fait... Parce que celui qui s'occupait du dossier, Dominique Bray, il en a ras-le-bol de ces démarches et puis d'avoir la pression en disant la sous-préfecture qui réclame des documents alors que lui il peut pas les donner puisqu'on lui a pas fourni, il a fait la demande et si les autres les donnent pas, il peut pas les donner. Il y a plusieurs acteurs en jeu. C'est compliqué. Mais c'est vrai que... Mais c'est le bénévolat au quotidien, c'est que... Alors la première chose qui m'excède, alors là c'est toujours... Alors il y a un truc qui vraiment m'horripile en ce moment, c'est qu'on parle de clubs pour faire inclusif. Alors, il y a les zones inclusives, mais au niveau de l'accueil des publics handicapés, en situation de handicap. Très bien. On a la chance, c'est vraiment une chance, à K21, d'accueillir Simon, tu vois, qui est autisme sévère non parlant, où, petite fierté, avec sa maman, on a réussi sur la piste des Peuville à tracer des parcours sur le stade, à l'apprendre à courir dans un balisage, et à suivre un balisage tout seul. Paracross. Tout seul. Waouh, c'était pas gagné. Je vais dire, la première journée qu'on a fait ça, là, j'ai surtout laissé faire maman parce que, voilà. Mais après, quand j'ai vu que, à la fin, que le gamin est capable de courir, alors c'est autiste, ce qui est acquis là, il n'est peut-être plus là. Mais quelques séances et ça revient. Courir seul dans un balisage, c'est merveilleux, quoi. Là, c'est même plus une performance d'entraînement, tout ça. Tu dis, c'est une performance humaine. Là, quoi. On a réussi. Voilà, on a fait un truc et Simon, tout le monde nous disait non, pas possible, il est capable de faire ça. Alors ça, c'était le côté vraiment formidable de la chose. Alors on a dit, alors ça nous demandait rien, tout ça, pas de coût et tout, mais on pouvait rejoindre un dispositif pour être référencé. Alors c'était club inclusif, quelque chose comme ça, le nom. Le seul problème, c'est que les formations, c'est en semaine, 9h, 12h, 14h, 16h30. On va poser des CP. Voilà, donc ma retraite, c'est dans 3 ans. Peut-être dans 3 ans. Stéphanie, elle ne peut pas non plus. Voilà, l'aberration du système, c'est que je veux rencontrer la sous-préfecture de Saint-Quentin. C'est le mercredi matin entre 9h et 11h. Ouais, non, mais ça, c'est parce que c'est que les horaires de travail et tout le monde a les mêmes. Désolé, moi, je finis à 11h35 au collège. Alors, une fois, j'avais réussi à déplacer une heure de cours pour y arriver. En roulant très vite sur la voie rapide, je suis arrivé un quart d'heure avant la fermeture. On a dit non, on ferme la porte, on ne prend plus personne. Tout ça voilà. Pour ça. Donc c'est le bénévolat au quotidien. C'est ça, qui est agaçant. Et après, il y a un truc aussi qui fait peur, qu'il y a des bénévoles qui ont
tourner les talons, c'est que, faut pas se cacher, beaucoup de choses sont faites pour que les clubs se professionnalisent. C'est-à-dire emploi des salariés, comme secrétaire, comme pour la paperasserie, ceci, cela. Alors moi, une fois, j'aurais répondu, mais non, mais on peut pas. Financièrement, on ne tient pas le coup. Alors on m'a déjà expliqué, c'est pas grave, vous allez avoir des aides, 80% ou un truc comme ça. Et l'année suivante, les aides vont diminuer, oui. Et après, il y a un moment, ça sera à vous de donner les 80%. Mais je ne pourrais pas. Mais on peut pas les sortir. Et là, on me dit texto, quelqu'un me dit texto, c'est pas grave. Vous arrêtez le contrat avec ce monsieur et vous en prenez un autre. Moi, ça me dérange. Humainement, ça me dérange. Ouais, faire du remplaçable voilà. comme ça. J'ai deux valeurs qui pourraient être très fortes, c'est le bénévolat et le côté humain. Là, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'embaucher, le salarié, sachant pertinemment que dans 2 ans, je vais le foutre dehors. C'est pas stable. Ce qui veut dire aussi que pour la structure, on l'aura formé, ou on l'aura incité à le former, et quand il commence à avoir, je dirais, retour sur investissement, on va en prendre un autre. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là qui... Et donc, je reviens, il y a des gens, il y a des bénévoles, que quand ils voient des gens qui sont salariés, qui arrivent à être salariés dans l'entreprise, ils disent non. Non, mais je peux comprendre. Parce que voilà. Pour moi, le salariat, ça devrait être l'exception en athlétisme. Voilà. C'est plutôt réservé au niveau ou au secrétariat éventuellement pour des gros clubs. Voilà. Alors après, qu'on ait des structures à côté de professionnels pour nous aider dans ces démarches, dans ces papiers, à s'y retrouver, à faire les dossiers qui sont toujours des usines à gaz. Parce que j'ai suivi l'an dernier, j'avais été opéré, donc j'ai été convalescent, des formations très bien, gratuites, organisées par le CDOS, un comité départemental olympique et sportif de l'Aisne, sur bâtir un projet associatif, comment établir un budget, comment remplir le compte asso, etc. Très, très intéressant, très, très formateur. Et les formations gratuites. Mais, grosso modo, ce qu'on a retenu, c'est un petit peu comme à l'éducation nationale. On n'a pas beaucoup de lignes pour expliquer, et il faut trouver les bons mots. Et les bons vocabulaires. Et si je fais le parallèle avec l'éducation nationale, j'ai une collègue qui, une fois, a eu un dossier de refusé, c'était, elle voulait emmener les gamins à Euro Disney. Pas très pédagogique. Ouais. Et l'année suivante, elle a fait le même dossier, mais son titre, c'était « Études de la civilisation américaine ». Et là jackpot, les gamins, ils ont été fait passer une journée à Euro Disney. C'est la terminologie officielle c'est affolant, politicarde, c'est exactement pareil quand on remplit un petit peu une demande de subvention, FDVA, Fonds départemental associatif ou quoi que ce soit. Le seul qui va bien, c'est celui du département, on a la chance dans l'Aisne, je ne sais pas les autres départements, mais l'Aisne, on a la chance ou pas. Il y a un soutien au club sportif de la part du conseil général, qui est une somme allouée minimum 200 €. Et après, il y a une plus-value en fonction du nombre de licenciés, du nombre d'encadrants, du nombre de... etc. Et le dossier, c'est... qu'est-ce qu'il faut dire ? Ils l'ont déjà, il est déjà pré-rempli. Si on l'a déjà fait une année, il est pré-rempli. Donc c'est les dirigeants, c'est quelques petits renseignements, puis il faut signer. Voilà. Je rêverais que toutes les démarches administratives soient comme ça en France. Je pense que ça, c'est un vrai problème. C'est que les démarches administratives en France, c'est une chape de plomb. Et ça pèse sur le bénévolat et tout. C'est du temps de bouffer. Enfin bref, voilà, sans commentaire supplémentaire. Daniel Cadet, tu connais, qui a été le fondateur du club, etc. Qui, lui, et l'informatique, c'est pas copain-copain. Pour s'en sortir dans les dossiers, l'ajustement, etc., les codes, et puis les mots de passe, etc., il est passé plusieurs fois à la maison, et puis à 2 à l'ordinateur, on l'a fait, quoi. Ouais, mais bon. On l'a fait. Parce que, voilà... Et par contre, à l'UFOLEP, il y a encore un truc magique. Je déconseille quand même, il faut aussi évoluer quand même. Il faut aussi évoluer. C'est qu'il y a certains clubs, ils envoient leur licence papier. Et c'est le délégué départemental ou quelqu'un, un salarié là-bas, qui les saisit. Ouais. À l'ancienne. C'est vrai que ça... Alors, c'est sûr que la licence, il ne l'a pas au bout de 2 jours. Moi, quand je le fais sur le serveur Web Affiliate, 2 jours après, ça y est, je l'imprime, le gars est là. Là, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Mais il reste au moins, il s'adapte au public. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, je pense qu'on a quand même pas mal balayé là, tout ce qui est bénévolat, UFOLEP, FFA, etc. Donc, on va passer aux questions de la communauté. Donc, 3 petites questions. La première,
En quoi consiste exactement ton rôle d'arbitre? Quels sont les critères sur lesquels tu dois être attentif? Et aussi ton rôle de speaker, entre parenthèses, si tu as quelque chose à dire speaker, dessus. un petit peu moins en ce moment. Alors, le rôle d'arbitre au niveau national, le rôle, c'est de vérifier, de valider, valider le chronométrage. Alors, quand je dis valider le chronométrage, c'est-à-dire que les chronos édictés sortis par la société de chronométrie correspondent aux chronos officiels, pas le mien. Moi, je déclenche mon chrono, mais c'est pas moi le chrono officiel. C'est-à-dire qu'il y a la chronométrie avec toute l'électronique que l'on peut connaître, comme j'ai à courir 02, pas de souci. Mais les seuls chronos qui sont officiels, c'est les deux officiels régional, fédéral, chronométreurs de la fédération qui sont là avec leur chrono Casio et leur bande papier. Ok. C'est eux qui restent, qui font foi. Et ça m'arrive souvent de demander à l'informatique de se recaler par rapport au temps de l'officiel. Ok. Donc ça, c'est ça. Et que le parcours emprunté est bien celui qui a été mesuré. Voilà. Exemple, ça m'est jamais arrivé, mais des fois ça m'est jamais arrivé de ne pas valider le parcours, mais j'aurais pu, mais après, il faut le faire aussi en bon sens. Il ne faut pas, parce qu'on est arbitre, qu'il faut se transformer en shérif. On vous dit course sur route, les trottoirs sont interdits, donc à aucun endroit les coureurs doivent monter sur le trottoir. Ok. Ah bah Alors, ça, soit que l'organisateur... je suis coupable. Hein. Voilà, l'organisateur... non, mais ce que je dis, s'il n'y a rien qui empêche de monter sur le trottoir, voilà, maintenant, si partout il y a des pancartes qui disent trottoir interdit... Ouais, okay, c'est différent. Voilà. Mais maintenant, la règle, c'est qu'avant, on pouvait monter sur les trottoirs. Maintenant, la règle, elle est que les courses sur route, elle se fait sur la route, pas sur les trottoirs. Nous, on coupe les trajectoires. Moi, le premier, moi, s'il y a rien qui me l'empêche, j'y vais. Maintenant, si c'est balisé, comme des fois, je le conseille aux organisateurs, avec quelques barrières, le gars, il est content, il croit avoir coupé, mais au dernier moment, il faut qu'il fasse un écart pour contre une barrière, donc il a tout perdu. Donc, ça. Et ça arrive quelquefois que dans un virage, c'est souvent sur des courses où il n'y a qu'une boucle. Le gars, il coupe quelques Falampin, j'ai déjà vu, le gars, il coupe un ou deux trottoirs. Bon, il a gagné 2 mètres, sachant que c'est dans la pour tête. 21-100, il est mesuré 21-200 en réalité. Donc, 21-100, il y a 21 mètres de plus. Donc, voilà. Et surtout, si ça lui a donné un avantage par rapport aux autres. Imagine à l'arrivée, il y a un virage à 90, le gars, il coupe sur le trottoir. Et les autres il sort devant, il sprint, et l'autre qui se retrouve comme un couillon. Là, j'aurais peut-être du boulot à arbitrer. Si le deuxième me dit rien, s'il n'y a pas de réclamation. Mais s'il réclame, je serai obligé de faire mon job, quoi. Ouais, ok. Donc c'est ça, c'est surtout ça. Et après, vérifier que qui dit course à la belle, l'ordinateur a un cahier des charges à respecter. Exemple, c'est que ce cahier des charges, il le respecte. Un exemple simple, actuellement, il y a une règle qui a été dictée depuis cette année. Ils ont déjà essayé par le passé, ça n'a pas marché. Elle est revenue cette année. Les licenciés FFA doivent payer une inscription au moins 2 € moins cher qu'un non-licencié ou quelqu'un d'autre. Sur les courses à la belle. Dans la région, on a carrément la gratuité sur certaines courses. Après, L'île est gratuite. Après, donc, c'est vérifié que ça a été respecté. Ok. Vérifier que, alors moi je le fais discrètement par sondage, que l'organisateur il vérifie bien que les gens, les non licenciés, ils ont leur certificat médical, qu'ils les récupèrent. Ok. On prend un ou deux au hasard et puis voilà quoi. Des petites choses comme ça quoi. Après j'ai une note de camp formidable, c'est Christelle qui est aussi officielle régionale. Elle est régionale et souvent elle est à l'arrivée, c'est elle qui fait mes pointages à ma place. C'est pas que je fais rien, c'est que dans ce cas-là, moi, comme je dis, j'ai l'occasion d'aller traîner un peu partout dans l'organisation et d'avoir un peu un ressenti, puis de voir des choses que... Voilà, parce que quand tu es tout seul, je vais prendre une fois, j'ai arbitré Fretin, tout seul, le gars, il perd, il gagne en 29, le deuxième, il est en 33. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu qu'un gars courir. Ah ouais. J'ai rien vu de la course. Ah ouais, effectivement. Ok. Franchement, c'est intéressant parce qu'on ne suspecte pas forcément, mais ça vient quand même...
C'est quand même essentiel, quoi. Par exemple, le cas que tu as cité de l'athlète qui grugerait de 3 mètres Ah en coupant oui, une route. c'est Ouais, ça, ouais. quoi. Ça, c'est intéressant. Du coup, je vais peut-être hésiter maintenant si je dois couper sur la fin. Après, j'ai envie de dire, c'est aux autres de couper avec moi, hein. Exactement, hein, exactement. Quand tu joues une Après, victoire, on peut aussi anticiper. Ben, je vais prendre tiens, le cas du trail de Nogent. On reconnaît le parcours à 16h, hein, le départ était à 17h, je sais plus, enfin, peu importe. Et d'un seul coup, le gars à la moto, moi je lui dis, il y a un truc bizarre, il me dit, ils vont à gauche. Et je dis, c'est dommage, il n'y a rien qui coupe. Il n'y a pas de rubalise dans le bois qui font qu'ils doivent prendre la côte à gauche. Il dit, ils vont aller tout droit. Il me dit, ah, t'as raison. Il dit, je vais mettre un bout de rubalise. On a arrêté, on a mis un bout de rubalise. Peut-être oublié, etc. Non. Elle existait, la rubalise. 200 mètres plus loin. Oh, ouais. Les gars, ils s'étaient plantés. Donc, si j'avais pas reconnu le parcours avant, Il y aurait eu, avec le gars, bah, c'était sûr qu'à cet endroit-là, il y avait une erreur de parcours. Hein. Ok. Entre prendre une côte, sévère grimpette, là, c'était carrément... t'étais dans... Ouais, très sévère. Et où aller tout droit, bah, les gens, ils allaient tout droit. Hein. Donc, c'est ça un petit peu notre rôle. Puis après, le côté très intéressant pour moi, hormis l'arbitrage, c'est que, bah, étant aussi organisateur, ça me fait rentrer dans des organisations un petit peu autres que ce que Oui, que les tiennes. j'ai pu connaître, même si on a eu un label national à Morcourt, hein, mais on faisait, c'était du rafistolage avec des moyens bric-et-broc, système D, etc. Hein. De voir comment les autres organisateurs se débrouillent, comment ils voient. Et puis, des fois, je dis, hein, j'ai pas inventé grand-chose. Hein, quand il y a des bonnes idées à prendre à droite, à gauche, il faut les prendre, c'est tout. Ok. Et du coup, deuxième question qui rebondit un peu sur ce qu'on vient de discuter, c'est tout simplement, quels sont les requis? Moi, j'imagine que ça va changer selon le niveau du label, mais quels sont les requis et les étapes pour créer une course labellisée? En gros, si je veux créer une course labellisée, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, avoir une course. Ouais, déjà trouver l'endroit. Quand je dis etc. avoir une course, c'est d'ailleurs une course qui existe d'au moins depuis une année. D'accord. Voilà, la première année. Alors, si c'est un club qui avait déjà organisé par le passé des courses, un passé récent quand même, il y a peut-être moyen d'avoir dérogation. Mais si c'est quelqu'un qui arrive un petit peu qui sort du nulle part, buisson, quoi. il faut déjà qu'il ait une course. D'accord. Et si possible, alors, il peut même demander à ce qu'il y ait un arbitre qui vienne ce jour-là. Ok. Pour D'accord. conseiller, observer, il peut marquer les manquements, hein, et ça sera très bien vu. Mais ça, c'est quelque chose de possible. Mais une fois qu'il a fait une première année, alors il y a les deux choses. Il faut qu'il y ait un niveau sportif intéressant et un niveau quantitatif aussi intéressant. Ouais. Pourquoi les deux? Tout simplement parce que chaque course à label, ce que je vais étudier, on établit une grille de notation. Ouais. Qui prend en compte les respects du cahier des charges, mais prend en compte aussi alors, si c'est au national, c'est le nombre de nationalités qu'il y a de présents dans la course. Si c'est régional, on n'en tient pas compte, mais il va prendre en compte le nombre de participants. Suivant les fourchettes, ça va donner tant de points. Ouais. Tout un tas de critères comme ça, hein, dans le dossier de mesurage, s'il est respecté, etc. Et après, voilà, on a ces points. Alors, comment ça se passe? La commission régionale running, elle se réunit. Elle a X demandes à label, des renouvellements ou un nouveau. Tout le monde est sur le plan d'égalité. En face, il y a X officiels qui peuvent assurer les missions. Donc, première chose, alors il y a un quota, hein, je ne l'ai plus exactement en tête, ça doit être de 10%, je crois. Voilà, il ne peut pas y avoir plus de labels qu'un certain nombre de courses dans le département ou dans la région. D'accord. Voilà. Si on en prend plus, c'est qu'il y a le personnel en face qui est suffisant pour l'arbitrer. D'accord. Voilà. Et après, celui qui a le plus de points, il est sûr de l'avoir. Celui qui a le moins de points, il l'a pas. D'accord. Il l'a pas. Donc, il y a... le côté positif, c'est que ça stimule un petit peu les organisateurs à pas dire « j'ai le label, j'ai payé », parce que le label, c'est payant. D'accord, ok, ça j'apprends. Alors, le label, il est payant. Je vais prendre pour Morcourt, c'était de l'ordre de 450 €. Ok, oui. Et là, on n'a rien. On a donné à 450 € à la Fédé, on n'a rien. Ouais, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un gars qui va venir on peut mettre superviser la manifestation pour nous, entre guillemets, nous enquiquiner. Enfin, ce qui c'est pas le cas, mais c'est ça, quoi. Oui, ok, ouais. C'est... Et puis, il faut être dans la bonne cote-part. Ok. Bonne cote-part.
Bon, après, bien sûr, ça va de pair avec un parcours performant. Oui. Voilà. Mais, tu vois, à Morcourt, on avait monté une fois jusqu'à 800 coureurs. Hein. On était régulier à 600, 650 ces dernières années, hein, après post-Covid, hein, forcément, comme beaucoup de courses. Ouais, comme... Voilà, mais il y a des courses qui ont le label, je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont, allez, 100, 120 participants. Ouais. Avec un niveau des courses qui se gagnent en 33. Ouais. 33, 34. Et qui ont un label 33. national? Non, régional. Ok. Ah non, un label national, alors là, la sélection, elle est drastique. Hein. Il faut avoir des gars, minimum, je crois, j'ai plus le chiffre exact, il y a une époque, c'était 5 personnes de classé minimum national 1. Ok. Donc, ça doit être moins de 31 Donc, minutes. l'année précédente, t'es 4 personnes voilà. qui ont réalisé des performances N1. Oui, c'est N1. Alors, je sais que la règle a changé, je ne l'ai plus en tête, hein, je ne l'ai pas mémorisé, je ne l'ai plus en tête, mais c'est N1, ça. Il y a vraiment un niveau par. Ah ben oui. N1, ça doit être moins de 29 quand même. L'année où Morcourt a pu être à label national, merci les féminines. Ah ouais? Il y en avait 4 Ah. qui ont vraiment claqué le chrono. Hein, des filles qui, je crois que la première, elle était en maths 34. Hein. Bah, Okay, d'ailleurs, donc, c'était Samira Mezagrad, qui a été plusieurs fois championne de France hein, sur le 10 km, qui était là. Non, le niveau, il est très costaud. Ouais, effectivement, N1 chez les femmes, c'est 34 piles. Et ben, du coup, bon, de toute façon, 34, Alors, ça fait après, tu un as sacré N1 et 2, N3. C'est quoi? C'est N1 ou c'est N4? niveau. C'est la frontière entre national et international B. Bah, donc c'est N1. C'est N1. C'est Alors, N1. c'est N1. D'accord. Ok, ouais, effectivement, ça, je Voilà. savais pas. Mais donc, du coup, ça veut dire que si tu as 4 femmes qui font la performance, Ah tu bah, as le label, du coup, pour toute la course. Ah oui, oui, Enfin, ce qui est oui. logique, Ah hein, ce qui est logique, puisque c'est une course mixte. Voilà. Mais du coup, t'as On pas- n'y peut rien si les mecs, ils avancent pas. T'as pas d'obligation à avoir, par exemple. Est-ce que tu peux avoir, du coup, 2 femmes et 2 hommes? Ah, peu importe. Ok, c'est 4 personnes. C'est 4 personnes. D'accord. Alors que ça soit homme ou femme, c'est. Alors 4 ou 5 personnes. Tu l'as, la grille, non? Là, j'ai le barème sous les yeux, le barème Ah ouais, féminin. t'as le barème au niveau chrono. Non, mais j'ai pas la grille, je l'ai pas là. Elle est dans le bureau. D'ailleurs, alors, je la connais pas par cœur, tout simplement inutile, puisque j'ai le papier dans ma valise. Donc, pour Ouais. faire le rapport, c'est facile. Mais c'est ça, c'est un nombre de. Que ce soit homme ou femme, il faut qu'il y ait de tel niveau, etc. D'accord. Ça, c'est intéressant, ça, c'est bien. Enfin, Alors certains vont dire ouais, mais le niveau chez les femmes c'est plus facile. Oui, mais bien sûr. bah, il y a moins de densité, mais c'est pas plus facile, quoi. Est-ce que j'ai vu il y a une course il y a pas longtemps, 24 heures qui vient de se passer. Le premier homme il est troisième. Ouais, bah, ça m'étonne pas parce Les que. 2 premières femmes. Ah non, la marche. Je crois que c'est la marche. Je ne sais plus. Quand- Il s'est passé il y a pas longtemps, cette semaine ou la semaine dernière. Une course, un championnat où 1 et 2, c'est des filles, 3, c'est le premier masculin. Bah, j'ai pas C'est connaissance. sur le grand mais fond, hein, c'est sur le grand fond. Ça m'étonne C'est sur pas parce le que le grand grand fond, il y a beaucoup moins de différences physiologiques et au voilà. contraire, les femmes ont même plutôt tendance à utiliser les lipides, etc. Et c'est les filières qu'il faut mobiliser Voilà, sur du grand fond. exactement. Donc, Là, ça se lisse. Hein. donc c'est du bon sens. Bon, du coup, dernière question avant de conclure. Donc la question, c'est vous qui allez organiser un France. Donc du coup, on parle du national de cross UFOLEP à Saint-Gobain. Et donc, bien que ce France soit UFOLEP et pas FFA, quelle est la rentabilité d'un événement de ce genre, en sachant que pour la plupart des événements FFA organisés sous le cadre des France, ça coûte une fortune. Et bon, bah, on suspecte logiquement qu'il n'y a pas forcément de retour monétaire. Si je parle côté FFA, j'ai déjà vraiment eu de chiffres en main ou à tester, mais dans les échanges qu'on a pu avoir entre arbitres, dans des séminaires ou des choses comme ça, ça a l'air d'être de notoriété publique que pour l'organisateur, il est toujours déficitaire sur un championnat ou rarement excédentaire. Ouais. Rarement. Donc ça c'est presque quasiment acquis. Alors ce qu'on ne mesure pas, c'est le retour en termes de notoriété. Ouais. Je dirais, si on fait les chiffres plus et moins entre dépenses-recettes, il est perdant. Maintenant, retour d'image de marque, notoriété, c'est différent. Hein. Après, je sais qu'il y a par exemple des régions. Ce qui, eux, dire, c'est que ça amenait des gens, ça amenait des nuitées d'hôtel, des restaurants, ça fait marcher le tourisme. Bon. Ouais, Là, puis- je sais pas. Ça peut quand même changer un peu.
la vision qu'on a d'un parcours ou d'un endroit, parce Voilà. que par exemple les France à Houille récemment ils se sont pas bien passés et je pense que ça a un peu fait mauvaise presse à Houille parce que bon il y a eu plein de soucis, parcours trop étroit, etc. Tandis que bon il y a d'autres parcours qui peuvent se révéler aussi en disant par exemple je pense à bon il y a pas eu de championnat récemment à ma connaissance mais je pense au parcours de cross de Halon qui est réputé ou ce genre de choses, donc peut-être aussi que ça peut mettre un éclairage sur un parcours et entraîner une spirale positive dans la foulée, mais quoi. ouais, que ça devient compliqué. Hein. Exemple, le cross de l'Acier, qui Ouais. était pas loin de chez nous. Et qui était un quand même très le très gros fleuron du cross. Ouais, c'est un cross international. Voilà, nous à l'époque au club, on avait un gars qui courait en moins de 30, hein, Eric Coupin. Ah, il l'a fait une fois. Hein. Ah, il a terminé bon dernier, mais loin derrière. Hein. Ouais, et c'était carrément sur une autre planète. Hein. Ouais, c'est comme C'était notre planète, hein. l'an dernier, je connaissais des gens qui faisaient les crosses de qualif aux Europes. Ils couraient dans les 29-30, 1h05 au semi et tout. Ils ont fait 65e, je crois, dans ces eaux-là, dans les 60. Mais c'est bien. Bon, après, c'est aussi le plaisir de participer. Ouais, Tout à voilà, fait. un cross de Mais c'est vrai que le cross de l'acier, je crois qu'il existe sous une nouvelle forme Donc, aujourd'hui, mais il a disparu à un moment. Ouais. Alors là, et maintenant, si je pars pour ma part au niveau UFOLEP, alors ce qui est bien, je suis content, tant pis pour eux. À UFOLEP, la particularité, c'est le comité départemental qui organise. Ouais, c'est pas national. C'est pas le national, c'est le comité départemental, donc c'est le comité de l'Aisne UFOLEP qui est en charge de l'organisation et qui, bien sûr, se repose sur sa commission sportive athlétique et les clubs. Mais Oui. La montée du budget, tout ça, c'est lui qui gère. Et s'il y a une perte d'argent, il y a une perte d'argent. Il va essayer de minimiser au mieux. C'est pas pour les clubs qui sont impactés. C'est le comité qui va être impacté. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est bon à savoir. Alors là, au niveau invalidité, c'est... Exemple, la particularité du FOLEP, et j'avais commencé un petit peu à rentrer dedans, mais peut-être qu'on fera bouger les lignes un jour, hein, de toute façon. Hein, voilà. C'est que là, actuellement, je trouve exorbitant 15 €. Chaque athlète, c'est 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Pour participer au championnat de France du FOLEP. Enfin, au national. Ok. Ça, c'est pas envisageable à la FFA. Ouais. Ah ouais. Donc, tu vois, et cette somme d'argent-là, ça ne va ni dans le club, ni dans le comité de l'aide, c'est uniquement à la fédération. Ouais, donc le bout de chaîne qui débourse le moins, qui s'investit le moins. Quoi. Voilà. Et la fédération, suite à ça, ils vont joyeusement rétrocéder une partie. Il semblerait que ça serait aux alentours de 500 €. Donc la fédération va donner 500 € au comité de l'Aisne pour l'organisation du national de cross. Tu as tout de suite compris que le côté ce poste budgétaire recette, c'est pas ça qui va faire l'équilibre de la manifestation. Ok. Bon, derrière, ils envoient pour 1200 € de signalétique à installer sur égalité homme-femme, la trans... identité, toutes ces choses-là. Ouais, le handicap, en termes, beaucoup de... C'est un coût, hein, en termes de communication, il y a beaucoup de choses. Mais c'est bon, pas le centre de l'événement. C'est pas ça, voilà. C'est pas ça qui va faire vivre l'événement, de mettre des stands... L'an dernier, j'avais fait celui d'Autun pour aller voir, hein, justement, avant de casser les pieds au comité de l'Aisne pour qu'ils disent oui. On est reparti, on n'avait pas de souvenirs, on n'avait rien. Moi, j'aurais dit cette année, non. Alors, cette année, rien que le truc. Le dossard, ça va être marqué dessus, National UFOLEP Saint-Gobain, avec la date. Donc, au moins, le gars, il va repartir avec un dossard souvenir. Il a fait les France. Voilà. De toute façon, il fallait un dossard, donc il fallait le faire. Donc, autant le faire bien, si je puis dire. Et puis, ils vont repartir avec un petit souvenir, tous avec un petit souvenir, avec le sigle commémoratif, comme quoi c'était à Saint-Gobain National. Ok. Voilà. Mais ça, c'est le comité qui prend, sur cette année, qui se débrouille. Il va bénéficier d'aide, hein, probablement, au niveau du département, au niveau des choses comme ça. Ils vont aussi demander. Mais s'ils font pas, eux, les démarches, il n'y aura pas, quoi. D'accord. Ok. Donc là, cette année, il y aura. Il y aura un souvenir pour tous les participants qui seront venus. Le dossard, en plus, qui est vraiment spécifique à l'événement. Ouais, nominatif de l'événement. Voilà. Mais... c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. D'accord. C'est pour ça que je dis souvent, les fédés sont un petit peu, quels que soient les fédés, un peu haut perchés par rapport à nous, clubs sur le terrain au quotidien, quoi. D'accord, ok. Bon, on a fait le tour. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré et pour un peu toutes tes réponses. Oui. Mais je pense que
L'intérêt, c'est aussi qu'on a beaucoup à apprendre de ton genre de parcours, justement, pour aussi un peu perpétuer derrière le bénévolat et un certain fonctionnement de l'athlétisme, quoi. Ouais, ce que j'aime à dire, et c'est que voilà, comme dit, on pourrait dire, j'ai une troisième chose vraiment où je tiens beaucoup à cœur. Bon, tu as compris, c'est le bénévolat, d'une part. La première chose, oui, c'est ça. Ce que j'avais dit avant, c'est le côté humanitaire, ne pas oublier mettre les personnes en avant. C'est peut-être pour ça que Camatin a esprit famille, parce que l'humain avant tout. Ouais. L'humain avant tout, c'est ça. Et du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire d'autre. C'est bravo. Ça arrive. Redis-moi, c'était quoi la question et je vais retrouver ma réponse. Je te disais merci parce que justement, ça permet aussi de perpétuer un certain modèle. Voilà, ne jamais oublier, je sais plus, à mon avis, un grand penseur ou un grand littéraire qui a dû dire ça avant. Moi, je n'ai pas pu trouver ça tout seul. Ne jamais oublier de ce que les gens ont fait par le passé, connaître le passé pour savoir où on va. Oui, c'est ça. Et, je sais plus quelle est la phrase. Il y a une belle phrase. Un jour, je trouverai la citation de qui l'a fait, mais j'aime bien l'utiliser parce que j'en suis là parce qu'avant, il y a des gens qui ont fait des choses, et où j'ai fait des choses avec des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé. Après, j'ai pris des initiatives, ceci, cela, mais je n'oublie jamais ce qu'il y a eu avant pour savoir où je veux tracer ma route. Où je veux tracer ma route. Après, autour de moi, ceux qui ont oublié un petit peu cette phrase, ils ont un moment où ils ont tous rentré dans le mur, quoi. Ouais, forcément. Voilà. Ou alors, voilà. Et puis surtout, c'est peut-être la quatrième. C'est pour moi le plus important. C'est le sport en général et être Michel Soignard, ex-président de l'Aviron, qui était quand j'y étais, dit avant tout c'est une bande de copains. Ouais, non, mais c'est quand c'est une bande de copains qui sont là pour un même objectif, avec une même vision des choses, ça marche. Maintenant, si on le fait contraint et forcé, parce que là ça marche pas. Ça tient pas la route. Ça peut pas marcher. Elle est bien la conclusion. Ouais, mais ça claque. Voilà, ça claque. Bon, voilà. Merci de nous avoir écoutés et on se dit au revoir. Salut. Merci, salut.